Et, et voilà, donc, si quelqu'un, Monsieur Siloué, si un peignou n'a pas de son, je pense que c'est à votre niveau. Vous m'entendez tous, hein, les autres, je suppose. Oui, on vous entend très bien. OK, merci. Donc, je disais le groupe WhatsApp, veuillez, voilà, joindre le groupe, ceux qui n'ont pas encore joint le groupe. Et nous avons aussi une chaîne YouTube. D'ailleurs, même après cette formation, nous allons poster, en fait, cet enregistrement, en fait, sur la chaîne, en fait, YouTube. Donc, veuillez, voilà, prendre quelques secondes maintenant pour vous abonner. En tenant que lorsque nous postons nos vidéos, c'est pas juste cette vidéo, nous avons d'autres vidéos que nous avons faites, n'est-ce pas, qui parlent de beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Donc, veuillez, voilà, vous abonner afin de ne rien manquer. Voilà, Monsieur Silué a la main levée. Vous avez une question? OK, je suppose que c'est une erreur. OK, sans plus tarder, nous allons essayer d'apprendre un peu. Voilà, essayer d'apprendre un peu rapidement. Donc, ce workshop, je suppose que si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes intéressé ou, voilà, plus ou moins, je suppose, voilà, et où vous voulez apprendre un peu plus en ce qui concerne la régression, la corrélation. Mais déjà, si vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec Zoom, mais voilà, qui sont ceux, par exemple, qui ont déjà utilisé un modèle de régression dans leurs propres études? Si vous pouvez juste lever la main sur Zoom là, il y a un indice où on peut lever la main pour avoir une idée plus ou moins de ceux qui sont déjà un peu familiers à ce type d'analyse. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une icône où on peut lever la main. Qui sont ceux qui ont déjà utilisé la régression dans peut-être leur propre recherche, n'est-ce pas, leur thèse? Je vois deux mains levées. OK. OK, donc je pense que la manière on a design cette formation, ça va permettre à ceux qui peut-être même n'ont pas encore de rencontre avec ce modèle d'apprendre et ceux également qui ont déjà eu des rencontres d'apprendre en profondeur en fait. Voilà, donc alors, comme on avait dit sur le formulaire d'annonce, le processus de résolution de problèmes et de recherche de nouvelles opportunités commence souvent en se posant des questions sur la base de la relation, n'est-ce pas? Même si vous voulez faire une étude expérimentale, mais avant même d'arriver à l'étude expérimentale, vous devez déjà peut-être émettre des hypothèses en ce qui concerne l'association. Voilà, je pense qu'il y a un autre micro qui est activé. OK, vous devez émettre des hypothèses concernant voilà, des associations, en fait, parce que si vous n'avez pas d'hypothèse en ce qui concerne les associations, qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez faire une expérimentation pour voir l'effet d'un traitement sur peut-être une autre variable, n'est-ce pas? Donc, tout passe déjà par comprendre déjà qui, les relations, en fait, entre des variables. Voilà, donc, par exemple, lorsqu'on veut voir la relation entre le temps de réaction chimique et le pourcentage d'impurité, par exemple, on essaie de voir des relations entre ces deux variables. On peut souvent voir quels sont les prédicteurs, par exemple, significatifs des pièces défectueuses, n'est-ce pas? Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'un groupe de variables est relié à un autre groupe de variables. Donc, c'est un peu ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, si on a le temps, on pourra faire une démonstration dans R. Voilà, dépendamment, mais déjà, comme je disais tantôt, avec cette formation, vous aurez vraiment une base, voilà, pour ceux qui vraiment prêtent attention. Voilà, donc, lorsqu'on fait les statistiques, sachez qu'il y a trois défis, voilà, majeurs de l'influence statistique. Voilà, donc, pour ceux et voilà, je pense que nous avions également fait une vidéo. Si vous êtes abonné à notre chaîne, je pense que ça doit être, si vous descendez en ordre, en fait, ça doit être la quatrième vidéo. Nous avons parlé des b.a-ba de l'influence statistique. C'est très, très important. Pourquoi est-ce qu'on fait la statistique? En Côte d'Ivoire, par exemple, voilà, vous le saviez, par exemple, chaque 10 ans, on fait un recensement général de la population ivoirienne, n'est-ce pas? Donc, quand on fait un recensement général, on essaie d'avoir les informations sur tout le monde, en fait, sur toute la nation. Voilà pourquoi on le fait dans un écart de 10 ans, parce que ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de fonds, n'est-ce pas? Ça demande toutes ces choses, en fait. Donc, on fait le recensement général de la population ivoirienne.
Voilà, donc quand on fait un recensement, par exemple, c'est parce qu'on veut obtenir des informations sur tout le monde, en fait, n'est-ce pas? Donc, on a assez de moyens, on a assez d'argent, on a assez de temps pour faire cela, en fait. Mais une fois qu'on arrive à collecter les informations sur tout le monde, en fait, on n'a plus besoin des statistiques, en fait, n'est-ce pas? Si on veut voir, en fait, actuellement, il y a 29 personnes connectées, n'est-ce pas? Si on veut voir, en fait, quel est l'âge de ceux qui sont connectés, si on collecte les informations sur tout le monde, en fait, on n'a plus besoin de faire d'analyse, en fait, parce qu'on a l'information qui est correcte, en fait, parce qu'on a pu collecter les données sur tout le monde. Donc, on peut dire, en fait, que dans ce groupe-là, voici l'âge moyen. En fait, on n'a plus besoin de faire des statistiques, en fait. Voilà, mais la plupart du temps, en fait, ce que vous remarquez, c'est que on n'a pas assez de temps, on n'a pas suffisamment de moyens pour collecter des données sur tous les individus, en fait. La preuve en est que même le recensement général de la population qui est fait chaque 10 ans, en fait. Donc, déjà, c'est important de comprendre ces choses, en fait. Voilà pourquoi on dit dans cette formation, vous allez apprendre un peu plus. Mais il y a des choses que peut-être on fait, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, en fait. Donc, on fait recours aux statistiques, à l'influence statistique déjà, parce qu'on ne peut pas obtenir des informations sur toute une population, en fait. Voilà, c'est pas chose aisée en termes de moyens financiers déjà, des moyens en termes de temps, en termes de ressources. Voilà, combien de personnes on va envoyer sur le terrain pour aller collecter les données sur toute la population ivoirienne, 28 millions d'habitants par exemple. Voilà, donc lorsque on essaie de, souvent on essaie de généraliser d'un échantillon une population, parce qu'on ne peut pas collecter les informations sur toute une population, on essaie de prendre un échantillon et on veut généraliser les résultats, en fait, n'est-ce pas? Si on veut voir, par exemple, quelle est la perception des Ivoiriens sur la cherté de la vie à Abidjan, n'est-ce pas? Souvent, la RTI, vous pouvez voir, on fait des petites enquêtes, on interroge des passants, n'est-ce pas, sur leur perception par rapport à quelque chose, n'est-ce pas? Le but par là, c'est de voir, en fait, quelle est la perception générale des Ivoiriens. Mais on ne peut pas s'arrêter à un carrefour à Abidjan et poser la question à tous ceux qui passent, en fait. C'est pas pratique, n'est-ce pas? Et généralement, quand les gens s'y passent aussi, chacun a un but précis, n'est-ce pas? La personne n'a pas forcément le temps pour répondre forcément à nos enquêtes. Donc, on essaie de prendre un échantillon de personnes et voir dans quelle mesure, en fait, leur réponse, en fait, peut être l'opinion publique, en fait, n'est-ce pas? Donc, on essaie de généraliser d'un échantillon à une population. Donc, il y a un problème qui se pose à ce niveau, n'est-ce pas? Quelqu'un peut répondre à cette question. Quel est le problème? Cette formation se veut interactive, hein. Donc, on est ici pour apprendre. Donc, quel est le problème lorsqu'on essaie de généraliser un échantillon, une population? Quelqu'un veut essayer? Je vois Jean-Marc. Ouais. Mhm. Euh, je peux intervenir. Allez-y, oui, oui, Ok. À ce niveau, moi, je pense que l'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population. exactement. Mhm. Bien, merci. OK, donc comme yeah, il a dit, voilà, donc l'échantillon doit être représentatif. Donc, il y a un problème souvent associé à l'échantillonnage d'enquête, mais qui se pose en réalité dans presque toutes les applications de l'influence statistique. Parce que souvent, on a des échantillons qui ne sont pas représentatifs de la population. Souvent, les échantillons qu'on collecte, en fait, sont, sont faits de façon volontaire, en fait, n'est-ce pas? C'est qui est-ce que veut répondre à la question. Donc, aujourd'hui, on peut voir plusieurs personnes qui font peut-être des recherches, n'est-ce pas? Et on essaie de collecter les données. On va sur Facebook, par exemple, et on pose le lien, n'est-ce pas? Et tous ceux qui veulent répondre, répondent en fait. Donc, on va voir que un tel échantillon n'est pas représentatif de la population. Ah ouais, donc, c'est déjà un problème qui se pose, auquel on doit faire face. Donc, le problème de représentativité. Donc, il y a un autre problème également lorsqu'on essaie de généraliser d'un groupe de traitement à un groupe témoin. Souvent également, on veut comparer, en fait, n'est-ce pas? On veut faire une inférence une inférence causale. On veut voir quelle intervention cause quoi, en fait, n'est-ce pas? Donc, on essaie de souvent généraliser du groupe de traitement au groupe témoin, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème ici qui est associé à l'inférence causale, qui fait implicitement ou explicitement partie de l'interprétation de la plupart des régressions que nous avons vues, n'est-ce pas? Donc, souvent, on veut comparer, par exemple, un groupe qui a reçu un traitement et un groupe qui n'a pas reçu, en fait. Donc, sans le vouloir, en fait, on est confronté à ce défi-là. Donc, ce sont des choses vraiment à savoir, en fait, n'est-ce pas? C'est pas juste de faire un modèle, n'est-ce pas, de régression, mais est-ce que
ce modèle-là remplit des conditions. Donc, un troisième défi également auquel on est confronté, souvent, c'est lorsqu'on essaie de généraliser à partir des mesures observées aux constructions sous-jacentes d'intérêt. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un problème dû au fait que la plupart du temps, nos données n'enregistrent pas exactement ce que nous aimerions idéalement mesurer, n'est-ce pas? Souvent, on doit utiliser des échelles de mesure. Quand on veut parler de, on veut mesurer par exemple l'intention entrepreneuriale, n'est-ce pas, chez les étudiants. Souvent, on va utiliser des échelles de mesure, mais est-ce que ces échelles de mesure, en fait, arrivent à capter, en fait, la variable qu'on veut capter, en fait? Aujourd'hui, quand on parle de perception, par exemple, de la cherté de la vie, voilà. Donc, d'abord, celui qui répond à la question doit comprendre, en fait, c'est quoi même la cherté de la vie, en fait. Donc, est-ce que on est unanime en fait en ce qui concerne la définition de la cherté de la vie, n'est-ce pas? Est-ce que l'échelle de mesure qu'on utilise peut capte en fait ou bien traduit en fait ce qu'on essaie de mesurer? Donc voici déjà trois grands défis en fait. Voilà de l'inférence statistique. Donc voilà donc parce qu'on veut généraliser d'un échantillon à un autre, parce que souvent on veut généraliser d'un groupe de traitement à un groupe de témoins, parce qu'aussi on veut généraliser à partir des mesures observées en fait. Il est très important en fait, n'est-ce pas, de s'assurer qu'on le fait dans de bonnes normes. Donc ces trois défis en fait peuvent être présentés comme des problèmes de prédiction. Ils peuvent être présentés comme des problèmes de prédiction. Donc c'est très important de savoir que voici de tels problèmes qui existent. OK. Des questions jusqu'à présent. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, la question ici auquel on veut répondre, pourquoi apprendre la régression en fait? Pourquoi apprendre la régression? Pourquoi apprendre la régression? Donc, il faut savoir que la régression est une méthode qui permet aux chercheurs de résumer la façon dont les prédictions ou les valeurs moyennes d'un résultat varient entre les individus définis par un ensemble de prédicteurs. Donc, c'est important de savoir que c'est ça. Ça nous permet en fait de résumer la façon dont les prédictions ou les valeurs moyennes d'un résultat varient entre les individus définis par un ensemble de prédicteurs. C'est très important. Donc voilà pourquoi est-ce que on veut apprendre la régression en fait. N'est-ce pas? Donc un exemple ici serait, voici, voilà par exemple pour ce graphe, n'est-ce pas? Donc ici on voit la charge du travail, c'est le degré de charge du travail et puis on voit le niveau d'anxiété n'est-ce pas? Donc, on peut prendre voilà, des individus. On va voir en fait quelle est votre charge de travail. Par exemple, quelqu'un va dire, je travaille 8 heures par jour. Voilà, et on peut essayer de mesurer son taux d'anxiété. Mais vous souvenez qu'on avait dit précédemment que souvent, les échelles de mesure, en fait, ne mesurent pas en fait vraiment ce qu'on essaie de mesurer, n'est-ce pas? Donc, maintenant, pour parler de l'anxiété, ce n'est pas quelque chose qu'on observe, n'est-ce pas? C'est une variable qu'on appelle latente. N'est-ce pas? Une variable voilà, qu'on n'observe pas directement. On peut utiliser une échelle de mesure pour mesurer en fait et pour donner un score en ce qui concerne l'anxiété, n'est-ce pas? Donc, ici, je suppose en fait que, voilà, quelqu'un dit il y a problème de son, Monsieur Soulier. Je pense que, voilà, vous devez peut-être régler votre micro. Voilà, donc pour continuer, donc ici, on suppose que vous aviez l'échelle adéquate pour mesurer l'anxiété et l'échelle adéquate pour mesurer l'achat de travail. Donc, on peut avoir un tel graphe, c'est-à-dire on interroge chaque personne. Donc, vous allez remarquer ici que, désolé, je trouve mon stylo rapidement. Vous allez remarquer ici que chaque point, en fait, est une personne en d'autres termes, n'est-ce pas? Donc, un instant. Je trouve mon stylo rapidement. Donc, ici, on prend ce point-là, n'est-ce pas? Donc, c'est une personne qui est là, c'est une autre personne qui est là. Donc, chaque individu, en fait, une personne a, voici son niveau de charge de travail et voici son niveau d'anxiété. N'est-ce pas? On prend une autre personne ici, par exemple, voici son niveau de travail, voici son niveau d'anxiété. Donc, on va voir qu'on peut placer des points pour chaque individu parce que chaque individu aura une note en ce qui concerne le niveau d'anxiété, une note en ce qui concerne la charge de travail. Donc, on peut faire un tel graphe, n'est-ce pas? Un scatter plot. On peut faire un tel graphe. Donc, après avoir fait un tel graphe, en fait, on veut en fait, on veut prédire, on veut créer une équation, en fait, n'est-ce pas, qui va nous permettre de prédire, en fait, quelle est. Donc, l'équation sera de la forme anxiété. Niveau d'anxiété, c'est notre variable Y, n'est-ce pas? Le niveau d'anxiété sera égal ici, c'est voilà, l'intercept, c'est la valeur de base ici. On peut dire par exemple 0,2, n'est-ce pas? Plus, vu que si c'est une pente montant, donc la pente sera positive, n'est-ce pas? Donc plus, ça sera plus, n'est-ce pas? On peut donner un coefficient. Supposons 1,5 multiplié par l'achat de travail.
n'est-ce pas? Donc, ça devient notre équation, en fait, plus l'erreur, n'est-ce pas? Donc, on veut, au travers de ces points qu'on a pu mettre sur le graphe, on pourra trouver une équation, en fait. Et donc, on veut tracer une droite, en fait. La droite doit être la plus proche possible de tous les points, n'est-ce pas? On veut minimiser, en fait, la différence entre les points et la droite. Donc, voici voilà, un tel graphe, par exemple. Souvent, si on veut prédire, par exemple, l'anxiété en utilisant l'achat de travail. Donc, si ce modèle va nous permettre de prédire le niveau d'anxiété avec une certaine incertitude. C'est très important, avec une certaine incertitude. Pourquoi? Parce que vous voyez, on parle de l'erreur. Il y a l'erreur, en fait. Ce n'est pas un modèle parfait. Pourquoi ce n'est pas un modèle parfait? Parce que tous les points ne sont pas sur la ligne. N'est-ce pas? Comme vous voyez cette ligne, par exemple, cette droite-là, vous allez voir qu'il n'y a aucun point même qui est sur la droite, en fait. Tous les points ne sont pas sur la droite. Donc, on veut trouver une droite qui minimise au maximum, en fait, la distance des points à la droite, en fait. N'est-ce pas? Donc, on va voir que ce modèle va nous permettre de prédire le niveau d'anxiété, mais avec une certaine incertitude, en fait. C'est compte tenu de l'achat de travail et on va supposer que les types de travaux futurs sont similaires aux travaux présents, en fait. Voilà, donc c'est très important parce qu'on veut prédire, en fait. Donc, pour prédire, en fait, l'erreur souvent qui est commise, c'est qu'on prend les données actuelles, n'est-ce pas? Ce sont les données présentes qu'on prend, on veut prédire des choses futures, en fait. Mais s'il y a un changement dans la condition de travail même des individus, en fait, il y aura problème, en fait. Donc, ici, on suppose en même temps que les études de travaux, en fait, futurs ressemblent en quelque sorte aux travaux passés, en fait. Donc, on suppose que ce sera les types. C'est-à-dire quoi? Si dans nos données actuelles qu'on a pu collecter, on a pris des travaux par exemple, du secteur informel, par exemple, n'est-ce pas? Donc, dans le futur aussi, ce modèle sera plus applicable aux travaux dans le secteur informel, n'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir que c'est une assumption qu'on fait ici, en fait. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, en fait, c'est que, comme on l'avait dit, hein, il y a trois défis majeurs, n'est-ce pas? Donc, on essaie de généraliser en fait. Donc, l'échantillon doit être représentatif de la population. Donc, ça veut dire que si ici, par exemple, un modèle et qu'on a pris les travailleurs du secteur informel, est-ce que on peut, si on veut prédire, par exemple, dans le futur, avec ceux du secteur formel, par exemple, on va voir que ce modèle peut ne pas être applicable, en fait. Donc, c'est très important de retenir ces choses. Donc, ici, c'est juste un exemple qui montre pourquoi est-ce que c'est important vraiment prendre la régression. OK, donc des questions jusque-là. C'est au fur et à mesure, je vais voilà, permettre des questions s'il y a des problèmes, des soucis d'incompréhension. OK, donc on continue s'il n'y a pas de questions. Continue s'il n'y a pas de questions. OK, donc ici, on va voir un peu certaines utilisations importantes en fait. Certaines utilisations importantes. OK, donc certaines utilisations les plus importantes de la régression. Donc, on peut utiliser la régression pour prédire. Donc, c'est déjà une première utilisation de la régression lorsque on veut prédire. Donc, par exemple, on va modéliser des observations existantes où on veut prévoir de nouvelles données. Donc, c'est pas ça, voilà, on attend la prédiction. Donc, on modélise en fait des observations qui sont existantes afin de pouvoir prévoir des nouvelles données. Donc, on peut également utiliser la régression pour explorer des associations. On veut explorer des associations et on veut explorer des associations avec et donc, quelqu'un a posé une question tout à l'heure. La personne veut savoir comment interpréter la figure. Donc, la figure qui a été montrée précédemment, voilà, c'est un plot en fait, n'est-ce pas? C'est un plot qui montre en fait comment est-ce que l'achat de travail est associé comment est-ce que l'achat de travail est associé au niveau d'anxiété? Voilà, donc ici, pour interpréter, en fait, il faut connaître l'équation de la ligne, en fait, n'est-ce pas? Donc ici, on a supposé que voici l'équation qu'elle a, en fait. C'est une supposition, en fait, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez. Donc ici, si on a un tel score, là, on va dire que vu qu'on a mis le coefficient 6, 1,5, n'est-ce pas? Donc, on va dire que lorsque l'achat de travail augmente, supposons que l'achat de travail, c'est mesuré en nombre d'heures, n'est-ce pas? Donc, on va dire lorsque le nombre d'heures de travail augmente d'une heure, par exemple, le niveau d'anxiété augmente de 1,5. Supposons que le niveau d'anxiété, c'est sur 20. Donc, si quelqu'un, par exemple,
Si quelqu'un travaille 1 heure, son niveau d'anxiété sera, on va remplacer le travail par 1. Donc, son niveau d'anxiété sera 1,7, n'est-ce pas? Donc, si la personne travaille 2 heures, son niveau d'anxiété sera 3,2, etc. N'est-ce pas? Donc, ici, cette équation-là, en fonction de cette équation, on peut dire, par exemple, comme je disais, lorsqu'on augmente le nombre d'heures de travail d'1 heure, le niveau d'anxiété augmente de 1,5. C'est ce que cela veut dire ici, en fait. Donc, sans l'équation, en fait, de la ligne, on ne peut pas vraiment interpréter. Donc, on interprète dans la mesure qu'on a l'équation, en fait. Sans ça, on ne peut pas voir, en fait, quelle est l'association. OK, j'espère que c'est un peu clair. Il y a donc la méthode de Monte-Carré, c'est une manière en fait de faire la régression. Voilà, c'est une manière de faire la régression. Nous allons en venir tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est ce que tout le monde connaît en fait, ou c'est à ça que tout le monde est le plus exposé, la méthode de Monte-Carré. Donc, c'est ce que je disais en fait. La méthode de Monte-Carré, en fait, on veut minimiser le carré, c'est-à-dire la distance entre chaque point et la ligne, en fait, n'est-ce pas? On veut minimiser, on veut que cette différence-là soit minime, en fait. Donc, c'est la méthode des moyennes carrés, n'est-ce pas? Donc, voilà, mais tout à l'heure, on va parler en fait des courants de pensée. Ce n'est pas juste qu'on utilise la méthode de main carrée ou pas, mais c'est un courant philosophique en fait. Voilà pourquoi cette formation se veut vraiment un peu fondamentale en fait. Je pense qu'après ça, si vous suivez bien, vous allez vous poser des bonnes questions en fait lorsque vous voulez faire votre modèle de régression. OK, merci pour la question, Monsieur Demel. OK, on continue. Donc, on avait dit qu'on peut utiliser la régression pour faire des prédictions. On peut utiliser également pour explorer les associations. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on veut prédire. C'est souvent, on veut explorer des associations. Ça veut dire qu'on veut résumer dans quelle mesure une variable ou une ensemble de variables prédit le résultat. On veut voir en fait dans quelle mesure en fait la variable, par exemple, au GDP, ou même PIB, par exemple, interagit avec la variable, par exemple, au salaire, par exemple, pour affecter notre variable, en fait, pour prédire un résultat, en fait. Donc, on veut voir comment est-ce que les variables sont associées. Donc ici, déjà, ça vous donne un peu des indices, n'est-ce pas? Si vous dites, est-ce que dans mon cas, je dois utiliser un modèle de régression, par exemple, la question que vous allez vous poser, en fait, qu'est-ce que j'essaie de faire? Quelle est ma question de recherche pour peut-être la thèse, votre mémoire ou bien même votre recherche, n'est-ce pas? Donc, vous allez vous poser, en fait, est-ce que mon but ici, c'est de prédire, en fait, voilà, des nouvelles données? Est-ce que c'est ou des nouvelles variables? Est-ce que c'est de résumer en fait dans quelle mesure des variables sont interagies? Donc ici déjà, voilà, ce diapo par exemple vous montre en fait comment est-ce que, dans quel contexte on peut utiliser un modèle de régression. Donc pour prédire, pour explorer les associations. Souvent également, on veut explorer les associations, on veut voir les stratifications ou les relations même structurelles entre les variables. Voilà, donc si vous voulez, par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui disent on veut faire la modélisation précaution structurelle, n'est-ce pas? Bon, peut-être c'est parce qu'on a entendu que, bon, peut-être ça semble intéressant quand on le dit, mais est-ce que dans la base, on veut explorer des associations des variables? Donc, donc ici, par exemple, lorsqu'on veut explorer des associations, vous voyez ici qu'on peut souvent, on va explorer les relations structurelles entre les variables. Donc, vous allez voir que la modélisation par équation structurelle ici s'inscrit dans le fait dans le cas d'explorer des associations, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Mais souvent ici, au-delà même de prédire et d'explorer des associations, on veut faire une inférence causale. On veut arriver, en d'autres termes, à comparer des résultats sous traitement ou sous contrôle à d'autres à d'autres qui sont dans d'autres niveaux de traitement, en fait. On veut arriver à faire une inférence causale. C'est-à-dire, on veut arriver à montrer que telle variable cause telle autre variable. Donc, c'est aussi un cas dans lequel on utilise la régression. Voilà, et après aussi, on peut utiliser la régression pour extrapoler. C'est-à-dire, on veut ajuster pour tenir compte des différences connues entre l'échantillon, c'est-à-dire les données observées et une population d'intérêt. Donc, on veut essayer de généraliser aussi, n'est-ce pas? C'est parce qu'on veut voir de façon générale. Comme on a dit, quand on fait l'inférence statistique, en fait, on ne peut pas obtenir les informations sur une population. On a des informations sur un échantillon. On veut éventuellement généraliser les résultats. Donc, voilà certaines utilisations plus importantes. Il y a d'autres utilisations, c'est clair. Mais ici, on a voulu voilà, vous mentionner les utilisations les plus importantes de la régression. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce que c'est un peu plus ou moins clair pour vous? Pourquoi est-ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire la régression? Parce que c'est très important. Je pense qu'à ce niveau, je ne sais pas si vous êtes en thèse ou en master ou même chercheur, je pense que c'est important de savoir en fait dans quel contexte, voilà, on peut faire la régression. Voilà, donc ici,
la prédiction et l'extrapolation ne sont pas les mêmes. Voilà. D'un certain degré, on peut penser que ce sont les mêmes choses, n'est-ce pas? Mais ici, quand on veut prédire, en fait, n'est-ce pas? On veut voir, en fait, quel sera l'effet, voilà, quel sera, en fonction des observations qu'on a présentement, quel peut être l'effet de l'autre, en fait. Par exemple, si on a un modèle en ce qui concerne le prix des maisons, n'est-ce pas, à Abidjan, on peut dire que le prix des maisons, n'est-ce pas? Si on dit le prix des maisons, le prix, c'est égal à, on a notre coefficient bêta 0 plus notre intercept, mais c'est égal à la taille de la maison, superficie de la maison, par exemple. Supposons que c'est la seule variable. On suppose, hein, c'est pas vrai, mais on suppose que la seule variable, c'est la superficie, en fait, qui permet de déterminer le prix, en fait, n'est-ce pas? Donc, et puis, notre donnée qu'on a eue, par exemple, on avait des maisons qui variaient entre 600 mètres carrés, n'est-ce pas, à 1200 mètres carrés. C'était les maisons qu'on a prises dans nos données actuelles, en fait. C'était la superficie. Mais au-delà de ça, par exemple, on veut dire, bon, on a un modèle. Donc, on va dire, bon, supposons qu'une maison fait 850 mètres carrés. Quel sera le prix, en fait? Donc, on est en train de prédire ici, en fait, n'est-ce pas? On est en train de prédire. Mais après, maintenant, on peut se dire, bon, OK, on veut regarder maintenant une maison qui est 2000 mètres carrés. Vous allez voir que 2000 mètres carrés, ce n'était pas dans notre intervalle de départ. Les données qu'on avait, qu'on a pu collecter, vont de 600 mètres carrés à 1200 mètres carrés. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas 625, on n'a pas tous les nombres, mais on peut prédire, en fait, vu qu'on a le range, on peut prédire, en fait. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la prédiction. Mais extrapolation, on veut appliquer les résultats à un autre échantillon qui n'était pas partie de notre échantillon de départ, en fait. Donc, voici, comme elle dit, elle peut sembler différente, en fait, mais en pratique, en fait, de façon technique, là, voici un peu la différence, en fait. Parce que vous ne pouvez pas prédire, quand vous faites un modèle de régression, vous ne pouvez pas prédire hors de votre intervalle, en fait. Si vos données vont de 600 mètres carrés à 1200 mètres carrés, en principe, voilà, c'est une erreur que plusieurs commettent, en fait. Voilà pourquoi on fait cette formation pour que vous sachiez un peu quelles sont les bonnes mesures, en fait. En principe, vous ne pouvez pas prendre ce modèle-là pour essayer de prédire, en fait, une maison qui a 2000 mètres carrés, en fait. Vous serez en train d'extrapoler, en fait. Maintenant, pour extrapoler, maintenant, il faut s'assurer maintenant que, voilà, il faut s'assurer que il y a le nouveau échantillon qu'on a, en fait, est similaire à l'ancien échantillon, en fait. Donc, il y a une différence, en fait. De façon technique, en fait, il y a une différence. Mais peut-être de façon, en français, on peut penser que c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Monsieur Koné. OK, ça marche. Donc, on continue. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose à retenir. Donc, ça veut dire quoi? Si dans vos données initiales, que vous avez pu faire le modèle, si, dans ce cas-ci, hein, l'exemple que j'ai donné, si les maisons que vous avez regardées sont de 600 mètres carrés à 1200 mètres carrés, si vous parlez de prédiction, en fait, vous allez prédire, en fait, les superficies, les prix des maisons dont les superficies sont dans l'intervalle 600 à 1200, en fait. C'est ce qui est. Si moi, par exemple, je fais partie de votre comité, si vous êtes en train de défendre votre thèse et vous faites un modèle que vous essayez d'extrapoler, c'est la première question que je vais poser, en fait, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qui vous donne vraiment le droit de faire ça, en fait, n'est-ce pas? Donc, avant de pouvoir extrapoler, il y a des conditions qu'il faut s'assurer qu'on remplit, en fait. OK. Donc, on continue. Voilà, donc, on va regarder ici quelques exemples de régression. Quelques exemples de régression. Voilà, le temps passe tellement vite. OK, quelques exemples de régression. Donc, dans le cas de la prédiction, donc, quel est un exemple pratique ici, n'est-ce pas? Donc, souvent, on veut voir, par exemple, on veut prédire la vente future d'un produit. La régression, c'est tellement important. C'est un modèle peut-être de base, en fait, mais c'est très important, en fait, parce que vous, par exemple, un vendeur, par exemple, veut essayer de prédire en fait les ventes futures. Par exemple, on essaie de prédire même le jour où, par exemple, on aura plus de ventes, le mois où on aura plus de ventes. On peut prédire voilà, des ventes futures d'un produit. On peut souvent prédire l'état de santé dans une étude médicale, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, étant donné que la personne a un tel poids, une telle taille, qu'elle peut être, on peut essayer de prédire l'état de santé ou bien le diagnostic de maladie. On veut prédire la victoire ou la défaite d'un événement sportif. Quelle est la probabilité que la Côte d'Ivoire, par exemple, gagne le Sénégal en quart de finale? Étant donné que, on veut essayer de prédire, en fait, n'est-ce pas? Donc, on veut prédire une victoire ou une défaite. On veut souvent aussi prédire des décisions de vote individuelles. Voilà, on veut prédire, en fait, le pourcentage, par exemple. On a vu l'élection au Sénégal, par exemple. On peut essayer de prédire, en fait, n'est-ce pas? On veut essayer de prédire en fait le choix de la population, le choix de vote et tout. Donc, voici des exemples ici dans lesquels on peut utiliser la prédiction. En ce qui concerne l'exploration des associations,
souvent on veut identifier les facteurs de risque de maladie, n'est-ce pas? On peut voir par exemple, aujourd'hui on dit par exemple la cigarette cause le cancer. Bon, c'est un griffe, parce qu'il n'y a pas une étude vraiment expérimentale qui a prouvé ça, mais en d'autres termes, pour dire de façon correcte en statistique, il y a une association entre la cigarette et le cancer, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a pas une autre variable en fait qui travaille en association avec la cigarette, par exemple, pour causer le cancer, en fait, ou bien pour être associé encore au cancer, en fait, n'est-ce pas? Donc, souvent, on veut identifier des facteurs de risque d'une maladie, on veut identifier les caractéristiques qui rendent une personne plus susceptible de réussir dans un emploi. Voilà, quels sont les facteurs en fait qui font que quelqu'un, on peut regarder la personne, n'est-ce pas? On essaie de prédire en fait, on peut voir quelles sont les caractéristiques que la personne a en fait qui la rendent plus susceptible en fait de réussir en fait dans la vie, dans le business, etc. On peut voir souvent les associations entre les niveaux de pollution et l'incidence d'une maladie en fait. Donc, voici un peu des cas où on veut explorer des associations, en fait. Et il y a aussi, pour des exemples de ce qui concerne l'inférence causale, par exemple, on veut comparer une méthode d'enseignement existante à une nouvelle méthode d'innovation. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on sait qu'on a changé de système éducatif au primaire, n'est-ce pas, quelquefois. C'est-à-dire, il y avait on appelle ça comme APC, il y avait voilà, formation, FPC, tout ça, n'est-ce pas? Donc, on veut voir en fait, on veut comparer en fait, n'est-ce pas? Donc, souvent, lorsqu'on veut faire de telles études, par exemple, ou on veut arriver à de telles conclusions, en fait, on a besoin de faire une expérience causale ici. Donc, c'est pour comparer, en fait, dans ce cas-là, une méthode d'enseignement qui existe déjà, peut-être l'APC, on veut la comparer à une nouvelle méthode, le FPC, par exemple. Donc, voici un exemple également de régression dans le cas d'une inférence causale. Dans le cas de l'extrapolation, voilà, un exemple familier est celui des sondages, n'est-ce pas? Donc, les échantillons du monde réel ne sont pas complètement représentatifs et il est donc nécessaire de procéder à certains ajustements pour extrapoler à une population générale. Donc, souvent également, on essaie d'extrapoler, n'est-ce pas? On prend peut-être l'opinion, la perception de 100 personnes en ce qui concerne la cherté de la vie, n'est-ce pas? Puis on veut extrapoler sur toute la population ivoirienne. Donc, voici là quelques exemples de régression en ce qui concerne l'extrapolation. OK, donc donc ici, jusqu'à présent, n'est-ce pas, on a pu voir pourquoi est-ce qu'on doit apprendre la régression, n'est-ce pas? Quelles sont les utilisations de la régression, et puis avec des exemples. Donc ici, maintenant, on va voir des défis qui sont liés à la construction, à la compréhension et à l'interprétation des régressions. Voilà, donc quels sont les défis auxquels on fait face? C'est très, très important. Je pense que s'il n'y a rien qu'on retienne de cette formation, voilà, on doit vraiment s'assurer qu'on comprend vraiment voilà, les défis qui sont liés à la construction, compréhension et à l'interprétation des régressions. Donc, souvent, on veut faire une estimation d'une relation d'intérêt. On veut estimer une relation, c'est ce qu'on est en train de faire en fait en régression. On veut estimer quelle est la relation, par exemple, entre la superficie d'une maison et le prix d'une maison. On essaie d'estimer ça en fait. Donc, vous devez savoir que il est toujours possible d'estimer un modèle linéaire, même si les relations ne sont pas linéaires, même si cela ne correspond pas aux données. Donc, voici un problème très délicat. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voulez pour... Je pense qu'on va revenir un peu aux bases. Je pense que combien de points est-ce qu'on a besoin pour faire une ligne? C'est une question simple. Voilà, la réponse est simple aussi. On a besoin de combien de points, en fait, pour faire une ligne? 2 points, exactement. Donc, voilà, Monsieur Demel demande si on aura le résumé ou l'enregistrement. Voilà, vous aurez l'enregistrement. Ça sera posté sur notre page YouTube. Sur notre page YouTube. Donc, s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore RMDC Lab. Voilà, sur YouTube. Et nous allons poster la vidéo, voilà, d'ici demain et tout. Donc, on a besoin de 2 points. Voilà, au moins 2 points. Donc, ce qui veut dire en fait que on peut, c'est-à-dire si vous avez, voici l'exemple que je vais mettre ici tout à l'heure, vous allez voir. Donc, voici deux graphes par exemple. C'est les mêmes points qu'on a fait en fait, les mêmes points sur, que ce soit le graphe de gauche que j'appelle A ou bien le graphe de droite que j'appelle B. Ce sont les mêmes points. Les points que vous voyez là, ce sont les mêmes points. Mais vous avez vu que dans A, on peut faire, c'est pas une droite en fait, comme on appelle ça en français. En anglais, on dit curve. C'est une courbe, voilà. Ici, c'est une courbe. Voilà, vous voyez. Mais on peut aussi tracer une droite, en fait. Donc, puisqu'on a besoin de 2 points pour faire une droite seulement, ça veut dire que voici un problème que plusieurs personnes rencontrent et peut-être ne savent même pas que c'est un problème, en fait. Ça dit, lorsqu'on regarde nos scatter plots, c'est pourquoi c'est important même de faire une visualisation même avant de faire le modèle. Ici, comme ça, quelqu'un peut argumenter que
Voilà, en fonction des points, là, on peut faire une cube, en fait, une courbe. Une autre personne peut dire qu'on peut faire une droite, en fait. N'est-ce pas? Mais quand on regarde, en fait, on va voir que voilà, on peut faire une courbe en fait, n'est-ce pas? Donc souvent, c'est comme ça que plusieurs personnes font des erreurs. Donc voici un défi majeur lorsqu'on veut estimer une relation. Donc on fait une régression, on est en train d'assumer qu'il y a une ligne, c'est une droite en fait. La relation est linéaire en fait. Quand on fait une régression linéaire. Donc on se dit que la relation est linéaire. Pourtant, en principe, ce n'est pas toujours le cas, en fait. D'un tel exemple que je montre ici, on va voir que cette relation-là est une courbe, en fait. Ce n'est pas une ligne. Mais quelqu'un peut juste faire une ligne, en fait. Donc, il va toujours faire son modèle. Il aura une équation de la droite, hein. Il aura l'équation y égale à E, A plus BX, n'est-ce pas? Plus l'erreur. Donc, on aura forcément une équation, mais on va voir que l'erreur sera grande, en fait. Parce que tous les points ne seront pas proches de la ligne, en fait. Parce qu'en principe, c'est une courbe, en fait. Donc, voilà un problème ou un défi, voilà, qui est lié à la construction de, des régressions linéaires, surtout lorsqu'on va estimer une relation linéaire. Donc, il est toujours possible d'estimer un modèle linéaire, même s'il ne correspond pas aux données. Donc, c'est très important. Donc, la première des choses, mais quand vous faites un modèle, ne dites pas juste, je vais faire un modèle de régression linéaire. C'est vrai que vous voulez prédire, en fait, n'est-ce pas? Mais est-ce que, lorsque vous faites vos scalar plot avec vos données, par exemple, vous deux variables, la variable Y et la variable X, par exemple, est-ce que la relation que vous voyez, est-ce que c'est une droite en fait, c'est une ligne, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est une courbe? Donc, c'est très important de noter cela. Donc, ça, c'est un défi lorsqu'on veut faire l'estimation d'une relation d'intérêt, mais souvent aussi, il peut y avoir une interaction. Souvent, plusieurs personnes également ont fait des recherches, on oublie le volet interactif en fait. Souvent, une variable peut prédire une autre variable en association avec une autre variable en fait, n'est-ce pas? Donc, la relation de deux variables peut être différente selon les sujets, par exemple, homme contre femme. N'est-ce pas? Par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le prix des maisons en fonction de la superficie. Peut-être que, en fait, la vérité est que si on réfléchit en fait de façon critique ici, hein, on va voir que il peut y avoir une relation entre la superficie d'une maison et le prix d'une maison, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça varie de commune en commune? N'est-ce pas? Ça peut varier de commune en commune. Et je pense que même ça varie de commune en commune. À Cocody, ce sera différent qu'à Bobo, par exemple, n'est-ce pas? Ou ce sera différent qu'à Diamé. On va voir que on peut juste faire un seul modèle, mais parce qu'il y a une interaction, en fait. Le fait que différentes communes, en fait, cette relation ne sera pas la même parce que quand on fait un modèle linéaire comme ça, en fait, on est en train de voir quel est le coefficient, en fait, la pente, n'est-ce pas? Donc, la pente peut varier, en fait, d'une commune à une autre, si c'est le cas des prix des maisons en fonction des superficies, en fait. Donc, ici, par exemple, voici un exemple que je vais donner tout à l'heure. Vous voyez le graphe de bas ici. Donc, il y a des points que j'ai mis en bleu, d'autres que j'ai mis en rouge. Supposons que tous les points sont noirs, en fait. Si tous les points sont noirs, on va penser qu'on peut juste faire une seule droite, en fait. Mais en vérité, lorsqu'on fait homme contre femme, en fait, on va voir qu'il y a varie, en fait. C'est-à-dire, on va voir que la pente des hommes, en fait, ou bien l'origine, en fait, l'ordonnée à l'origine des hommes est élevée comparée à l'ordonnée à l'origine des femmes. Donc, on voit que les hommes ici, les ordonnées à l'origine, c'est plus grand que l'ordonnée à l'origine des femmes, en fait. C'est vrai que la pente, c'est la même pente, en fait. La pente est la même, n'est-ce pas? Mais le donné à l'origine n'est pas le même en fait. Donc, ça veut dire si on fait le modèle de celui-là, peut-être lui sera y égale à 3 plus 2x plus l'erreur. Pourtant, l'autre ici sera y égale à 1,5. C'est le donné à l'origine. L'autre est plus grand que l'autre. Plus, c'est vrai que ce sera 2x aussi, plus l'erreur, mais le donné à l'origine ne serait pas la même chose en fait. Donc, vous allez voir ici qu'il y a une interaction en fait, mais sans penser à l'interaction, en fait, vous allez juste faire un modèle avec seulement une seule ligne. La ligne sera au milieu ici en fait. Mais c'est pas un modèle qui est correct, en fait. N'est-ce pas? Donc, j'espère qu'en fait, quelqu'un dit dans ce cas, il y aura plusieurs paramètres. Qu'est-ce que la régression sera toujours la mieux modélisation? Yes. Ici, on parle d'interaction, en fait, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un effet d'interaction, en fait, comme j'ai fait ici, hein, on peut juste faire deux équations, en fait, de régression. Il y aura un modèle pour les hommes et un modèle pour les femmes. Par exemple, si c'est le cas des prix de maison en fonction des superficies, supposons qu'il y a 10 communes à Abidjan. Donc, on peut faire une régression, mais on aura 10 équations. On peut faire 10 équations différentes, en fait, si on veut. C'est-à-dire une équation pour Cocody, une équation pour Abobo, etc., en fait. Mais c'est toujours un modèle de régression, en fait, n'est-ce pas? Mais c'est juste que c'est-à-dire l'équation va varier en fonction de la commune. Ou dans ce cas-ci, en fonction des hommes, l'équation va varier pour les hommes et pour les femmes, mais c'est toujours un modèle de régression en fait. Voilà, donc dans ce cas, si on veut prédire toujours, c'est la modélisation la mieux adaptée en fait. Mais c'est juste que
vu qu'il y a une interaction, en fait, ce ne sera pas juste une équation seulement, en fait. Donc, souvent, c'est l'erreur que plusieurs commettent, en fait, lorsqu'ils font leurs recherches, que ce soit pour les thèses et tout, n'est-ce pas? Mais comme on a dit, RMDC Lab, notre but, c'est d'équiper les chercheurs, les doctorants pour produire des recherches qui vont bénéficier à notre nation, en fait. Donc, pour qu'on puisse se développer, on croit fermement que ça passe par la recherche. Mais il faut que la recherche soit de qualité, en fait, soit de pointe. Sinon, par exemple, si on fait un tel modèle qu'on ne sait pas que le prix varie en fonction des communes, en fait, quand on a une seule équation à la fin, hein, on va pas ça pour prédire ça dans toutes les communes. On va voir que c'est pas un modèle qui sera utile, en fait. Le modèle n'est pas utile, en fait. Donc, pourquoi on construit le modèle de régression si c'est pour l'utilité, en fait? C'est pas juste pour finir une thèse. Ce n'est pas juste pour publier un article. C'est pour que c'est l'utilité, en fait. Tout à l'heure, on va en venir en détail. Mais des questions jusque-là. OK, donc on continue. Donc, on continue avec les défis, hein. Donc, en ce qui concerne l'ajustement des variables de fond, il y a aussi, on est confronté souvent à des défis. Et vous allez voir que l'ajustement des variables de fond, en fait, est particulièrement important lorsqu'il existe un déséquilibre, de sorte que les groupes traités, les groupes témoins diffèrent sur les prédicteurs clés avant le traitement. Donc, souvent, on veut comparer l'effet d'un traitement, n'est-ce pas? Donc, un instant, j'ai un commentaire. Quelqu'un dit comment peut-on expliquer la différence d'ordonnées à l'origine pour la même équation? Exemple, la différence entre les données à des hommes et des femmes. Voilà, donc je vais revenir rapidement. Comme le but, c'est de comprendre, hein, c'est pas de juste voilà, avancer, avancer. Autant, aussi longtemps qu'il y a des questions, je pense qu'il ne va pas mon temps de répondre aux questions parce que c'est ça le but de cette formation. Voilà, donc ici, par exemple, c'est parce qu'il y a les couleurs qu'on peut voir les différents points. Mais supposons qu'il n'y a pas de couleurs, n'est-ce pas? Supposons que tous les points, donc je vais refaire un truc ici. Donc, supposons que tous les points étaient en rouge. On ne sait pas quels sont les points qui sont bleus, n'est-ce pas? Donc, si vous avez de tels points comme ça, si vous avez de tels points, quand vous avez ces points, en fait, vu que vous voulez faire un modèle de régression linéaire, vous allez penser à faire seulement une seule droite. Donc, vous pouvez avoir un modèle avec une seule droite. Ça, c'est parce que vous n'avez pas pensé même que l'observation, c'est qu'on est en train d'observer en fait Y et puis X là. Ça varie en fonction du genre en fait, en fonction des hommes et puis des femmes. Donc vous avez seulement une seule ligne en fait, n'est-ce pas? Donc dans votre équation ici, votre modèle sera peut-être Y égale à 2 plus 3X plus l'erreur, n'est-ce pas? Donc vous avez une seule équation et c'est fini. Donc vous pensez que, OK, le modèle est bon, homme ou femme. Mais vu que vous avez le graphe qui est là, bleu et rouge, vous avez cette information supplémentaire, n'est-ce pas? Donc vous aurez la première ligne, en fait, qui est en bleu là, c'est en fonction des points qui sont en bleu. En d'autres termes, la ligne en bleu, en fait, on veut faire une ligne en bleu qui minimise, en fait, la différence entre les points en bleu et la ligne en bleu. Donc, c'est comme si on fait un modèle des moyennes carrées, en fait, mais on est basé, en fait, sur les points en bleu seulement. Donc, la première ligne en bleu, en fait, on ignore, en fait, les autres points. On ignore les points en rouge. On fait une ligne, en fait, comme si c'était seulement les points en bleu, en fait. Donc, ça nous donne un modèle pour les points en bleu, mais c'est pour les hommes. Donc, après, on fait une autre ligne, en fait, avec les points qui sont rouges seulement, c'est pour les femmes. Donc, au lieu de juste de créer un seul modèle en combinant hommes et femmes, on a créé, c'est comme si on a deux modèles, en fait. Donc, on a un modèle pour les hommes et un modèle pour les femmes. Et pensez seulement, par exemple, aux vêtements, n'est-ce pas? Lorsqu'on va dans un store, il y a vêtements des hommes, vêtements des femmes, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que quand il y a un t-shirt, par exemple, on se dit, il y a un t-shirt, une femme ou un homme peut porter le même t-shirt, en fait, n'est-ce pas? Mais souvent, pour que, voilà, pour être plus efficace peut-être dans la vente, on va faire un store pour les hommes, un store pour les femmes, en fait. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, vous pouvez partir là-bas, en fait, vous pouvez assumer que c'est pour les hommes. Donc, c'est les hommes lorsqu'on met tout ensemble et puis on fait une ligne, en fait. N'est-ce pas? Mais sans ça, vous se dit, OK, voici pour les hommes, voici pour les femmes. Donc, vous voyez le même tricot, en fait. Mais un homme et une femme peuvent porter, en fait. Mais parce qu'on a mis ça dans le store des femmes, en fait, dans le magasin des femmes, on s'est dit, OK, ça, c'est pour les femmes. Ou on a mis ça pour les hommes, en fait. Donc, on va voir que on peut voir ça comme un modèle, en fait. Donc, si vous voulez un habillement pour les hommes, ou bien, pensons les couturiers, en fait, n'est-ce pas? Il y a le modèle des hommes et il y a le modèle des femmes, en fait. Donc, c'est la même chose ici, en fait. N'est-ce pas? Donc, sans cette distinction-là, on s'est dit, bon, c'est une seule ligne pour tout le monde, en fait. Mais parce qu'on a pu avoir cette information supplémentaire, on sait que, oh, actually, la manière dont X a fait Y là, c'est pas la même chose chez les hommes comme chez les femmes. Donc, voici deux équations, en fait. Donc, ce sont les mêmes données, en fait, mais un modèle se base uniquement sur les données des femmes et l'autre modèle se base sur les données des hommes.
Donc, c'est ça qu'on appelle l'interaction, en fait. L'interaction, c'est lorsque, par exemple, je ne sais pas si c'est clair, monsieur Kone. Quelqu'un dit, pardonnez-moi de revenir quelque peu, mais comment apprécier, choisir la bonne régression d'emblée, courbe, ligne. Autrement, j'ai des données sous la main. Je mène quelle action pour modéliser? OK. Donc, déjà, comment on appelle ça? Vous allez faire ce graphe-là, n'est-ce pas? Si vous avez des données, des points, par exemple, vous allez, vous allez faire ce graphe-là, n'est-ce pas? Vous allez avoir des points. Maintenant, vous allez regarder, en fait, n'est-ce pas? Vous allez essayer de faire une ligne, vous allez essayer de faire une courbe, en fait. Donc, laquelle, en fait, sera plus proche des points, en fait. Donc, c'est un bon début, en fait. Ou bien, vous pouvez faire le coefficient de corrélation entre X et Y, en fait, pour voir quel est le coefficient de corrélation, en fait. Donc, voici des indices ici. Voilà. Donc, quelqu'un aussi parle des... Il ne voit toujours pas l'effet principal. Voilà. Donc, on parle d'interaction ici. Quand on parle d'interaction ici, c'est que... On ne parle pas juste de l'effet individuel, en fait. Ou bien l'effet principal. Ok, quelqu'un ne voit pas toujours l'effet principal. Par exemple, si on veut prédire le prix... Bon, je vais changer. Je vais arrêter de partager l'écran. Je vais partager quelque chose d'autre rapidement. Je vais en fait de mieux écrire, quoi. Donc, on va regarder ce nouveau écran-là. OK, donc voici, on a ce modèle ici qu'on est en train de faire. OK, on a ça qu'on est en train de faire. OK, donc on a Y et puis on a X. Donc, supposons qu'on a de tels points. Supposons qu'on a de tels points. Si vous voulez tracer la ligne, supposons que c'est un modèle X, Y, n'est-ce pas? Vous pouvez tracer cette ligne, par exemple. Vous avez dit, voici l'équation, en fait. N'est-ce pas? Vous pouvez appeler ça l'équation. Ça, c'est votre équation, juste avec tous les points. Mais voici ce que je vais faire ici. Je vais me dire quoi? Bah, parce que j'ai fait le graphe, en fait, je sais que voici certains points ici. Vous voyez, des points que j'essaie de mettre la couleur rouge sur les points. C'était les points en noir. Donc, je vais voir que ceux-là sont ensemble, en fait. Donc, je me dis, bon, peut-être que ceux-là ont une équation pour eux, en fait, n'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres points qui sont en bas. Je vais les remettre d'une autre couleur, en fait. Donc, quand je remets ici, il va dire, oh, OK, donc ceux aussi là, ils sont ensemble ici. Donc, eux, ils ont aussi une droite, en fait. Donc, voici l'effet d'interaction, en fait. Donc, Y ici, en violet, aura son modèle. En rouge aussi également, il aura son modèle. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas vu ça, va juste penser que tous les points sont noirs, en fait, et puis voici le modèle en Y, en fait. Donc, il y a une interaction ici, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la ligne de rouge, là, c'est pas les mêmes pentes que la pente de violet, en fait. Donc, ce sont des pentes différentes, en fait. Donc, c'est l'effet d'interaction qu'elle a en fait. Donc, pour dire quoi? Donc, j'ai dit c'est un défi en fait qu'elle y a à la régression parce que, en principe, certaines personnes manquent ça en fait. Certaines personnes peuvent manquer l'effet d'interaction en fait. Ce n'est pas que le prix des maisons. Supposons que ça, c'est deux communes. En rouge, supposons que c'est la commune de Cocody, n'est-ce pas? Cocody. Et puis là, c'est Abobo, n'est-ce pas? Et puis Y, à Bobo. Yeah. Y, c'est le prix des maisons. Donc, on va voir que le prix des maisons est en fonction de la superficie, par exemple. Mais on va voir que ce n'est pas le même degré, en fait. L'impact n'est pas le même qu'on a à Bobo comparé que si on a Cocody, en fait. On va voir qu'à Bobo, vous voyez, la pente n'est pas trop. C'est-à-dire, vu que en termes de commune, en termes de prestige, par exemple, peut-être Bobo n'est pas aussi prestigieux que Cocody, par exemple. Donc, on va voir que même les maisons qui ont une grande superficie ne sont pas aussi forcément chères, en fait, au degré de Cocody, en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle l'interaction. Je ne sais pas si c'est un peu clair maintenant. Monsieur Kone, je ne sais pas si c'est un peu clair maintenant. Donc, l'effet d'interaction, en fait, c'est l'effet qui vous dit, en fait, c'est vrai qu'il y a une X, en fait, Y, en fait, n'est-ce pas? Mais le degré n'est pas le même pour deux groupes de personnes, en fait. N'est-ce pas? Donc, on peut prendre par exemple, on peut voir ça dans la vie, dans beaucoup de domaines, quoi. C'est-à-dire deux personnes peuvent endurer les mêmes épreuves, en fait, n'est-ce pas? Mais la réponse de ces deux personnes sont différentes, en fait.
Par exemple, des personnes peuvent tous grandir dans des environnements de pauvreté, par exemple. D'autres personnes vont développer d'autres facteurs qui vont faire qu'ils vont toujours réussir, en fait, pendant que d'autres sont limités par la pauvreté, en fait. Donc, on va voir que c'est vrai que la pauvreté affecte tout le monde de la même manière, en fait, mais en fonction de peut-être des habiletés individuelles, en fait, la réponse n'est pas la même. Donc, le degré auquel la pauvreté devait affecter, en fait, le rendement de quelqu'un, en fait, n'est pas le même, en fait, parce il y a l'effet, en fait, d'un groupe comparé à un autre qui est différent, en fait. Je sais pas si c'est un peu clair à ce niveau. OK. Donc, c'est ça l'effet d'interaction. Donc, je mentionne ça ici, en fait, parce que ce sont des problèmes, en fait, que plusieurs rencontrent, mais ne savent pas, en fait. Donc, souvent, on fait des modèles qui ne sont pas utiles, en fait. Donc, comme le but de cette formation, c'est de nous faire réfléchir de façon critique, en fait. Ce n'est pas juste prendre des données puis mettre dans un logiciel et puis avoir des résultats, en fait. Il y a plus de choses, en fait. Il y a plus de raisonnement même à y mettre, en fait, que même de... C'est-à-dire même tout ce travail, là, vous allez voir que peut-être qu'on n'a même pas assez de temps pour aller faire pour aller voir R, en fait. Mais avec tout ce qu'on a fait, vous devez, ce que vous allez comprendre en fait, c'est ça vous permet de réfléchir de façon critique lorsque vous avez vos données en fait. Ce n'est pas juste aller le mettre dans SPSS ou bien dans R, dans Stata, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire en fait? Est-ce que votre modèle sera utile en fait? Est-ce que vous êtes assuré en fait que la relation est linéaire vraiment? Est-ce que vous êtes assuré qu'il n'y a pas d'effet d'interaction en fait? C'est très important. Donc, je pense qu'il y a Monsieur Roland Yao qui a la main levée. Si vous avez une question. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Yeah, Hollande. Yeah. Merci pour la belle présentation. Mhm. Euh, J'aimerais revenir sur le fait d'interaction. OK. Bon, tel que vous l'avez expliqué, je vois il y a en quelque sorte une relation entre l'effet d'interaction et l'effet individuel. Oui, à moins que ce soit la même chose. Si j'ai bien compris. OK. Donc, l'effet individuel, on va aller peut-être dans. Il y a l'effet individuel qui existe, c'est vrai. Mais l'effet d'interaction ici, là, on veut parler plus de groupes, en fait. Quand on parle d'interaction, pas de groupes, n'est-ce pas? Donc, par exemple, on fait un modèle, par exemple. Supposons que vous collectez les données pour vos recherches, n'est-ce pas? Et vous collectez des données à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké, en fait. Même si ce sont des étudiants, n'est-ce pas? Donner c'est des étudiants. Vous allez voir que les étudiants qui sont à Abidjan, là, ils sont un peu différents des étudiants qui sont à Bouaké ou bien à Yamoussoukro. À cause de ça, donc, on va voir, il y a l'effet de groupe, en fait, n'est-ce pas? Donc, est-ce que le modèle que vous voulez prédire, Y égale à X, est-ce que c'est uniforme, en fait, d'une ville à une autre, en fait? Donc, c'est ce qu'on se pose ici, en fait. Si c'est pas uniforme, donc, il y a l'effet d'interaction. L'effet d'interaction, ça dépend de la localité, en fait. C'est-à-dire, on peut se dire, bon, les étudiants qui sont à Abidjan, vu qu'ils doivent peut-être prendre le bus pour aller à l'école, tout ça. Donc, il y a beaucoup, il y a d'autres facteurs qui affectent la réussite. En fait, ce n'est pas juste que les étudiants de Yamoussoukro sont plus intelligents que ceux d'Abidjan, en fait. Mais c'est juste que peut-être à Yamoussoukro, il n'y a pas l'embouteillage, en fait, n'est-ce pas? Donc, quand vous quittez la maison, vous partez à l'école. Quand vous finissez à l'école, vous pouvez rentrer automatiquement pour étudier, en fait. Donc, on va voir que si on veut faire l'effet, en fait, on veut voir le rendement scolaire, par exemple. Si Abidjan est bas, par exemple, mais en fait, est-ce qu'on peut mettre tous dans un modèle pour dire voici Y égale à 2 plus 3 X en fait. Non, on va voir que non, en fait, parce que il y a d'autres facteurs en fait qui sont typiques à ceux d'Abidjan comparé à ceux de Bouaké, ceux de Yamoussoukro en fait. Donc, il y a une interaction en fait. Donc, on va voir que si on fait un modèle d'ensemble, qu'on donne seulement un seul coefficient de pente à tout le monde, c'est pas un modèle qui est utile en fait. Parce que pourtant, si on fait un modèle, on fait un modèle, mais parce que de Boaké auront leur pente à eux, ceux de Abidjan, ceux de Boaké, en fait. On va voir que ce modèle sera plus utile, en fait, parce qu'on a pris en compte la différence qui peut exister entre les groupes, en fait. Donc, c'est l'effet d'intégration qui est là. Maintenant, l'effet individuel dont vous parlez, en fait, on peut le voir dans d'autres contextes si on fait la régression multiniveau, en fait. N'est-ce pas? Donc, ce que vous abordez, en fait, c'est peut-être une régression un peu avancée. Supposons qu'on veut prédire, en fait, par exemple, on prend l'INPHB, un exemple simple, une école d'excellence, n'est-ce pas? On prend l'école d'excellence. On se dit, bon, quand tu rentres à l'INPHB, automatiquement, INPHB, n'est-ce pas? Quand tu rentres à l'INPHB, peut-être le travail est garanti en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais et c'est dans l'INPHB là, on va voir que il y a des écoles, il y a 7 écoles à l'INPHB, n'est-ce pas? Maintenant, dans les écoles là, il y a maintenant l'effet individuel de chacun. En fait. Donc ici, on peut faire une modélisation à trois niveaux même. On a le niveau école, n'est-ce pas? Ça, c'est l'école INP, même la grande école. Maintenant, on a l'effet petites écoles, les 7 écoles.
Maintenant, il y a l'effet maintenant individuel de chacun. Est-ce que c'est pas l'effet individuel d'une personne qui fait que la personne n'a pas ne chôme pas quand il travaille? Est-ce que c'est juste l'INPHB en fait? Donc, on va faire trois niveaux en fait. Donc, ici maintenant, le premier niveau, c'est l'école. Ils sont tous dans l'école. Maintenant, il y a une différence qui est liée en fait à la petite école auquel ils appartiennent. Si c'est l'école d'administration, si c'est l'école technique, technologique, etc. Maintenant, après ça, il y a l'effet individuel en fait qui fait la différence. Donc, ça, c'est une régression multiniveau en fait. Mais quand on parle d'interaction, on peut avoir l'interaction même d'une régression multiniveau ici. Mais ici, on est en train de parler d'un modèle un seul niveau, en fait, qui a l'interaction, en fait. Donc, ce que vous parlez d'effet individuel, on le voit plus dans la régression multiniveau, en fait. Et je pense on avait fait une formation là-dessus, mais à la demande, c'est quelque chose également qu'on peut revisiter, en fait. Voilà, pour ceux, surtout pour ceux qui font des... Parce que quand on fait la régression multiniveau, en fait, on va voir qu'il y a une corrélation, en fait. Il y a entre l'école, genre entre les écoles et puis les individus, en fait. Donc, en tout cas, c'est notre topic, en fait. Voilà, donc c'est notre topic, c'est notre sujet, en fait, en d'autres thèmes. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair la différence entre l'effet individuel et puis l'effet d'interaction. Oui, oui, c'est bon, merci. OK, ça marche. Alright, donc quelqu'un disait, si je comprends bien, l'effet interaction ici fait plus penser à la non-uniformité des facteurs, mais plutôt à l'influence de plusieurs facteurs. Maintenant, plus le coefficient directeur, la pente est plus grand, plus la prédiction, la corrélation est forte. C'est ça? Exactement, yes. Donc, plus l'effet est grand, c'est la corrélation est forte en fait. Voilà. Fait, il y a une relation entre le coefficient directeur et le coefficient de corrélation. Maintenant, quelqu'un disait, Monsieur Kone dit, l'effet d'interaction ici fait plus penser à la non-uniformité des facteurs. Voilà, donc c'est juste il y a une variable qui est comme un facteur, n'est-ce pas, qui permet d'influencer en fait la variable dépendante Y un peu différemment en fait, en fonction du facteur auquel on appartient, en d'autres termes. OK. Donc, en principe, nous avons 20 minutes. On va voir ce qu'on peut faire en 20 minutes. OK, donc, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que, voilà, la compréhension est plus importante que le fait de vouloir forcément tout finir. OK, donc, pour continuer avec les défis, on a parlé d'ajustement des variables de fond. Donc, souvent, on veut comparer les traitements, mais on voit que les traitements ne commencent pas au même niveau, en fait, n'est-ce pas? Donc, voici un exemple. Donc, supposons que ça, c'est le groupe contrôle, en fait, n'est-ce pas? C'est le groupe de contrôle. Et puis, ça, c'est le groupe traité, le groupe qui a reçu le traitement. N'est-ce pas? On va voir que ici, on peut regarder ici, en fait, on va voir qu'il y a une différence. Oh, waouh, voici l'effet, en fait. On peut dire l'effet, c'est, si ça, c'est, ce point-là, c'est 2 et ce point, c'est 10. Donc, on va voir que l'effet, c'est 8 en fait. On va dire, bon, ce traitement-là a un effet de 8 en fait, mais est-ce que c'est réel, en fait? Parce que au début, ici, il y avait une différence, en fait. Lui, il était toujours à 2 mais lui, il était à 4 au début, en fait. Donc, on va voir qu'au début, il y avait une différence de 2 en fait. Donc, l'effet n'est pas 8 en fait, mais l'effet est 6 en d'autres termes. Donc, souvent, certaines personnes font il peut faire des ajustements des variables de fond, en fait, mais on va voir que ici, par exemple, il y avait un effet au départ, en fait, avant le traitement, entre les deux groupes, en fait. Donc, il y avait un effet de 2. Et après, on va avoir une différence, en fait. Donc, souvent, la question qu'on pose, par exemple, souvent, au début, il y a beaucoup de conclusions qu'on fait qui ne sont pas vraiment réelles. On va dire, bon, on peut dire, par exemple, quand tu rentres à l'INPHB, il n'y a pas de chômage. Bon, on peut dire, bon, les gens de l'INPHB, si on fait le taux de chômage, on peut dire, bon, le taux de chômage, c'est de seulement 8%, ceux qui ont fait l'INP en fait, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'INP qui diminue le taux de chômage? Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que qui sont les élèves qui vont à l'INPHB en moyenne? Ce sont les élèves peut-être qui ont peut-être les plus fortes notes, etc. Donc, on va voir qu'il y avait déjà une différence au départ entre celui qui est rentré à l'INP, par exemple, et celui qui n'est pas rentré à l'INP. Si on suppose que l'INP, c'est sur la base de mérite, donc il y a beaucoup de suppositions à faire. Donc, si on suppose que si l'INP, c'est la base de mérite, par exemple, donc on va voir que pour rentrer à l'INP, en fait, celui qui est rentré à l'INP déjà, il y a une différence entre lui en termes de notes au bac, par exemple. Supposons que pour entrer à l'INP, il faut avoir au moins la mention bien, supposons. Maintenant, quand tu as la mention passable, par exemple, tu n'es pas à l'INP, donc on va voir qu'il y a une différence déjà même avant de rentrer. Donc, cette différence-là, si ça cause une différence future, là, c'est pas juste parce que l'INP rend, en fait qu'il n'y a pas de chômage, en fait, c'est parce que peut-être il y a des différences. Et donc, il dit ça pourquoi? Pour dire que souvent, on fait des recherches, mais on va voir que on veut comparer des choses, en fait, mais au départ, en fait, il y avait déjà une différence, en fait. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, le but de cette formation, pour répéter encore, pour me répéter, pour me répéter, c'est que c'est pour vous permettre de réfléchir de façon critique, en fait, lorsque vous avez un problème de régression devant vous, en fait. Ce n'est pas juste d'aller mettre dans le logiciel pour avoir des réponses, mais il y a beaucoup de questions que vous voulez poser. Voici de telles questions, en fait, qu'on est en train de parcourir.
Donc, l'ajustement des variables de fonds, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? OK, donc on continue. Donc, pour continuer avec voilà, les défis, voilà, il y a l'interprétation des coefficients dans un modèle prédictif. Voilà, c'est très important. Comment est-ce qu'on interprète les coefficients? C'est très important. Donc, l'interprétation des modèles de régression peut poser des difficultés, même dans le cas d'une régression simple. Je donne un exemple. Donc, voici un exemple. On veut prédire le salaire en fonction du nombre d'années d'expérience. Voilà, on veut prédire le salaire. Donc, le salaire en francs CFA, supposons que le salaire c'est égal à, donc l'ordonnance à l'origine c'est 100 000. 100 000 francs CFA multiplié par 50 000. 50 000 c'est le coefficient directeur, n'est-ce pas, ou la pente, multiplié par année d'expérience, plus l'erreur. Donc, voici un modèle. Supposons que ce modèle, c'est le modèle qu'on a trouvé après avoir fait le graphe et tout, n'est-ce pas? Donc, maintenant, une chose à savoir, c'est, mais on parle de l'erreur en fait. Donc, quelle est l'erreur? Donc, quand vous faites le modèle, que ce soit dans un logiciel que vous voulez, R ou bien Python, etc., vous allez estimer l'erreur en fait. Donc, ici, supposons que l'erreur, c'est une loi normale. Et la moyenne de l'erreur, c'est 0 et le cas type, c'est 80 000. Comment est-ce qu'on interprète comment est-ce qu'on interprète cette équation ici? Comment est-ce qu'on interprète le modèle? Ou bien, comment est-ce qu'on interprète le coefficient ici? N'est-ce pas? Donc, c'est un modèle de prédiction, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un modèle utile? Est-ce que c'est un modèle inutile? Donc, c'est des questions ici qu'on va se poser. Supposons que vous avez fait votre modèle, vous avez trouvé ça, vous avez trouvé le salaire en France CFA, c'est 100 000 plus 50 000 monsieur par l'année d'expérience, plus l'erreur. N'est-ce pas? L'erreur, c'est une loi normale. La moyenne, c'est 0. Le cas type, c'est 80 000. Voilà, donc en d'autres termes, on va dire ici que si une année d'expérience augmente de 1, par exemple, en d'autres termes, celui qui a un an d'expérience, si année d'expérience égale à 1, c'est quoi son salaire selon le modèle? Le salaire serait égal à, ça va faire 100 000 plus 50 000 fois 1, donc ça fait 150 000 francs. Donc si tu as une année d'expérience, tu as 150 000. Si tu as 2 années d'expérience, il y a quoi? Donc 2 années équivaut à 200 000, n'est-ce pas? 200 000 francs. 3 années d'expérience équivaut à 250 000, etc. Donc ici, en fonction de ce modèle, on peut dire, bon, vous rentrez dans l'entreprise, OK, vous avez combien d'années d'expérience? Il y a 10 ans d'expérience. Automatiquement, on sait que si vous avez 10 ans d'expérience, vous avez 600 000. Donc 10 ans d'expérience fait 600 000. Vous rentrez, vous dites, bon, j'ai 0 année d'expérience, je suis nouveau, je viens de finir mon diplôme. OK, vous avez 100 000 parce que vous avez 0 année d'expérience. Donc 0, c'est 100 000. Donc vous voyez un tel modèle, n'est-ce pas? Donc, selon vous, like, c'est un bon modèle, c'est pas un bon modèle, c'est utile, c'est pas utile, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un veut essayer? Bon, à ce niveau, voilà, donc, je pense que pour bien répondre à la question, il y a une information qui a été donnée, n'est-ce pas? L'erreur. L'erreur, c'est une loi normale avec une moyenne de 0 et le cas type de 80 000. Supposons qu'on est en train de prédire le salaire de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a 0 année d'expérience, n'est-ce pas? Il gagne 100 000. Mais on dit le cas type, c'est 80 000, en fait. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on interprète les cas types, en fait? Voilà, on dit, donc, en d'autres termes, en fait, là, lorsqu'on fait le modèle, quand on prédit le salaire de quelqu'un qui a 0 année d'expérience, c'est 100 000, on dit qu'on se donne plus ou moins 4. C'est-à-dire, les cas types, en fait, là, c'est 80 000, en fait. Ça veut dire que le nombre qui est là, ça peut être plus ou moins 80 000, en fait. Donc, on veut prédire le salaire de quelqu'un qui est 100 000, mais vous voyez qu'on se donne 80 000 d'erreurs, en fait, en d'autres termes. Donc, ça veut dire, si on fait plus ou moins ça, là, ça sera, le salaire réel, là, c'est entre 20 000 et 180 000 de la personne. Donc, on voit que l'erreur est grande, en fait. Donc, l'erreur est grande. Voilà, donc à cause de ça, en fait, ce modèle n'est pas vraiment utile, en fait. Vous voyez que l'erreur est vraiment, vraiment grande, en fait. Donc, pour prédire le salaire de quelqu'un qui est 100 000, en fait, on va se dire, bon, on n'est pas sûr, hein, mais 95% du temps, on sait que le salaire sera entre 20 000 et 180 000. Donc, l'écart est vraiment grand, en fait. Donc, voilà, donc il n'est pas particulièrement utile de prédire les revenus d'une personne à 100 000 francs avec une incertitude de 80 000, en fait. C'est pas utile, en fait. Donc, voici des questions que vous allez poser. Donc, quand vous faites vos modèles de régression, c'est pas juste que vous avez le modèle, en fait. So, quel est l'erreur, par exemple,
est-ce que ça suit une loi normale? Quelle est la moyenne? Quel est l'écart type, en fait? C'est tout ça là qui va vous donner, en fait, l'utilité de votre modèle, en fait. C'est tout ça qui donne l'utilité de votre modèle. Donc, ici, il a dit qu'en tant qu'inférence d'échantillonnage, les coefficients de régression peuvent être interprétés directement dans la mesure où l'échantillon est représentatif de la population d'intérêt. C'est très important aussi de savoir ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il y avait dit tantôt, en fait. Donc, quelle est la en termes d'années d'expérience qu'on a appris à faire le modèle là, est-ce que les années vont de 1 à 10, n'est-ce pas? Donc, on doit s'assurer que les coefficients, donc, en d'autres termes, les coefficients de régression peuvent être interprétés directement dans la mesure où l'échantillon est représentatif de la population d'intérêt. Sinon, il est préférable d'inclure des prédicteurs supplémentaires dans le modèle pour combler l'écart entre l'échantillon et la population. Donc, parce que l'erreur est grande ici, par exemple, vous allez voir que il faut inclure peut-être d'autres variables, en fait, pour réduire l'erreur. OK, donc il pense que je vais arrêter de partager l'écran, je vais partager notre écran. Je veux qu'on comprenne l'erreur une fois pour toutes, en fait. Parce que je pense que plusieurs personnes, peut-être ont des doutes en ce qui concerne l'erreur ou bien des incertitudes. Donc, quand on fait un modèle, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un modèle Y égale à X. Non, supposons que Y égale à 100, par exemple. Égale à 100. Donc, je vais faire Y égale à l'intercept, supposons que c'est 2,5, par exemple, plus le coefficient, supposons que c'est 50, n'est-ce pas, multiplié par une variable x plus l'erreur, n'est-ce pas? On sait que y est 100. Bon, peut-être y, je viens de voir. OK, ici, il a fait 25. C'est juste pour faire un exemple simple, quoi, pour ne pas trop calculer. Donc, il fait 25 plus 50 fois x. OK, donc il va donner que y égale à 200, par exemple. Y égale à 200. Donc, on veut trouver que y égale à 200. Maintenant, supposons que x est 2. Donc, on va voir que y. Donc, on va mettre 200 pour y égale à 25, n'est-ce pas? Plus 50 multiplié par 2, qui est x, plus l'erreur. Donc, on a 200 qui est égal à 50 fois 2, ça fait 100, n'est-ce pas? Plus 25, c'est 125, plus l'erreur. Donc, on voit que l'erreur, c'est combien ici? L'erreur, donc, c'est 75. Donc, vous voyez que pour estimer ça, on a une erreur de 75. Mais si on veut réduire l'erreur, par exemple, on doit connaître une autre variable. Peut-être que l'équation était peut-être y égale à 25 plus 50x plus, par exemple, un fois x1 plus un fois x2 plus l'erreur. N'est-ce pas? Donc, quand on fait ça, en fait, si on ajoute une autre variable, on va voir que au lieu de 75 là, puisque ça, si ça c'est une valeur de 50 par exemple là, ça va diminuer l'erreur à 25. Donc voilà pourquoi on dit en fait, si l'erreur est grande en fait, c'est qu'il y a des variables qui manquent en fait. Parce que en d'autres termes là, on essaie d'expliquer Y avec X en fait. Mais si X explique seulement 25% de Y, par exemple, si X permet d'expliquer seulement 25% de Y, ça veut dire à 75% de Y qu'on ne sait pas en fait. Donc tous ces 75% vont dans l'erreur en fait. Donc, un tel modèle manque en fait de prédicteurs en fait. Il faut ajouter d'autres prédicteurs dans le modèle, voilà, pour pouvoir diminuer l'erreur en fait. Donc, en d'autres termes, c'est ce qu'on disait ici en fait. Donc, il y a beaucoup de questions qui rentrent en ligne de compte quand on fait un modèle en fait. Ce n'est pas juste, OK, je vais voir comment est-ce que le salaire, comment est-ce que l'année d'expérience affecte quelque chose d'autre en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables qui affectent le modèle qui ne sont pas dans le modèle? C'est vrai que vous n'êtes pas intéressé par ces variables, mais vous devez les inclure dans le modèle en fait. Ça va vous permettre d'avoir un modèle qui est plus précis en fait. En d'autres termes, ça va diminuer l'erreur en fait. Votre modèle sera donc plus utile qu'il est. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? OK, s'il n'y a pas de questions, on continue. OK, Madame Roland. D'accord. Merci. Mhm. C'est toujours moi, hein. Oui, oui, allez-y. Euh, Ça, c'est dans le cas où le thème d'erreur suit une loi normale. Mais Mhm. si on a un cas où le thème d'erreur ne suit pas une loi normale, Il y a donc dans ce cas-là, déjà même comment... quand on fait une régression linéaire, par exemple, là, c'est une hypothèse du modèle. L'erreur doit suivre une loi normale. Donc, si votre erreur ne suit pas une loi normale, ça veut dire qu'on va maintenant penser à d'autres formes de régression qui ne sont pas linéaires, par exemple.
n'est-ce pas, on peut penser au modèle de régression généralisée, par exemple. Et dans ce cas, votre erreur peut suivre n'importe quelle autre loi, en fait. Ça peut être une loi exponentielle, etc., en fait. Donc, dans un tel contexte, maintenant, vu que votre erreur ne suit pas une loi normale, vous allez passer maintenant à d'autres modèles qui sont généralisés, en fait. Ou, en d'autres termes aussi, vous pouvez modifier certaines variables. Par exemple, au lieu de prendre salaire, vous allez prendre logarithme de salaire, en fait. Vous pouvez modifier en fait la variable salaire, vous pouvez prendre salaire au carré en fait, etc. Donc, il y a une modification à faire, pardon, si votre erreur ne suit pas une loi normale. Ça va? Ah, ça va. OK. Donc, on continue ici. Voilà, donc, construit maintenant, Monsieur Koulibaly, Olivier, je suppose. Voilà, vous voulez poser une question? OK, sinon, on continue. Donc, Allô? oui, allô, allez-y, Monsieur Koulibaly. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? OK. Donc, je suppose si j'ai un modèle, par exemple, qui explique 70% de la variable expliquée, par Mhm. exemple. Maintenant, et que je vois que l'erreur est grande. L'erreur atteint peut-être, comme vous venez de l'expliquer, l'erreur est grande. Comment je fais pour corriger cela? Je ne sais pas. Et si je vois que dans le modèle explique jusqu'à 70% de la variable que je veux expliquer, mais je trouve que l'erreur et l'écart type est grand. Comment je fais pour corriger cela? Est-ce que je dois forcément ajouter encore d'autres variables pour pouvoir réduire l'écart type? Ou bien, Exactement. comment je Ça veut fais? dire, ça veut dire en d'autres termes, il y a des variables qui sont importantes que vous n'avez pas ajoutées en fait dans le modèle. C'est ce qui fait que vu que les variables que vous avez dans le modèle vont vous donner un degré, c'est-à-dire vous voulez comprendre la réalité avec le modèle, n'est-ce pas? Le modèle, c'est pour comprendre un peu la réalité, mais on sait que le monde, la vie est complexe et tout, donc souvent on fait un modèle avec deux variables seulement. On s'est dit, bon, ces deux variables vont nous permettre de comprendre ça en fait, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables? Donc, quand vous allez faire un tel modèle, comme vous avez dit, ces modèles vont expliquer, les deux variables vont expliquer seulement 70% de la variation dans Y. Donc, les 30% d'erreurs, c'est assez en fait, n'est-ce pas? Donc vous devez maintenant faire des recherches, n'est-ce pas? Mais avant même de faire même le modèle précédent, vous avez fait une revue de littérature, vous avez fait des recherches, vous avez vu qu'il y a d'autres variables qui peuvent aussi impacter en fait Y. Donc c'est là maintenant l'occasion d'ajouter ces variables en fait. Maintenant, sur les variables aussi, il y a d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer en fait. Parce que souvent, si des variables que vous ajoutez sont trop corrélées entre elles, par exemple les prédicteurs, il y a aussi un problème que cela va venir causer à OK, votre modèle. Donc ce sont toutes ces choses OK, à vraiment à merci. prendre en compte. Yeah. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. OK. Donc, l'analyse statistique comprend quatre étapes. Donc, euh, voilà, plus ou moins, on parle ici dans le contexte de la régression. Donc, il y a la création des modèles. Donc, on commence par des modèles linéaires simples. Ça veut dire comme quelqu'un a posé une question, c'est-à-dire on commence par le modèle le plus simple possible, quoi. On peut commencer avec une variable, n'est-ce pas? Après, on ajoute une autre variable, etc. Et on va s'étendre via des prédicteurs. Avec des prédicteurs, on peut ajouter des interactions. Mais souvent, c'est ce qu'on oublie aussi. Il peut y avoir l'effet d'interaction aussi. Ça peut être une des variables à ajouter, en fait. L'interaction entre deux autres variables. Donc, et puis, on peut faire aussi des transformations supplémentaires. Donc, ça, c'est la création de modèles. Donc, on finit de créer le modèle, on ajuste le modèle. Voilà, donc on va la manipulation des données, on fait la programmation, l'utilisation d'algorithmes pour estimer les coefficients de régression et les incertitudes et pour faire des prédictions probables. Donc, on va maintenant ajuster le modèle. On va voir est-ce que voilà, les cas types de l'erreur est grand. Est-ce que même les cas types même du coefficient de régression, est-ce que les cas types est grand, tout ça, n'est-ce pas? Donc, et après, il y a la création. Sinon, on va comprendre l'ajustement du modèle, n'est-ce pas? Donc, ici, on peut faire des visualisations des graphiques. Voilà, on peut faire des programmations et une enquête active sur les connexions imparfaites entre les mesures, les paramètres et les objets d'études sous-jacents. Maintenant, après, il y a la critique, en fait. C'est là que je veux vraiment attirer l'attention de tous. Donc, on a créé le modèle, on a essayé de faire l'ajustement, on a essayé de comprendre l'ajustement. Après, il y a la critique maintenant. Voilà, on doit trouver des défauts ou bien essayer de voir, en fait, identifier des hypothèses qui sont douteuses dans notre modèle. On va envisager des pistes d'amélioration des modèles. Et puis souvent, si même en fonction de la manière dont les données sont connectées, on peut arriver un peu, on peut limiter les informations qui pourraient faire une lecture naïve d'un modèle ajusté, en fait. Donc, une chose que
voilà, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette phrase. Je pense que c'est l'un des, l'une des personnes qui a contribué beaucoup dans les statistiques, George Box, qui a fait une affirmation vraiment qui est beaucoup connue pour ceux qui sont dans le domaine. Il dit aucun modèle, il dit tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles en fait. N'est-ce pas? Vu que tous les modèles qu'on fait, il y a un certain degré d'erreur en fait. Donc tous les modèles, selon lui, sont faux, mais certains modèles sont utiles. Donc ici, on est en train de parler de l'utilité des modèles. Donc voilà pourquoi il y a ce volet critique en fait. En fait, c'est critique pour vraiment parler, pour voir en fait dans quelle mesure notre modèle est utile. Donc on va trouver des défauts, on va essayer d'identifier des hypothèses douteuses, n'est-ce pas? On va essayer d'envisager des pistes d'amélioration du modèle. On va limiter les affirmations qui pourraient faire une lecture naïve du modèle. Donc, supposons qu'on a collecté notre donnée, par exemple, sur les étudiants de l'INPHB. Donc, vu qu'on on sait en fait la caractéristique des étudiants de l'INPHB qui est peut-être différente des autres étudiants, on va essayer de limiter en fait nos conclusions en fait. On ne va pas dire, bon, voici la perception des élèves, des étudiants de Côte d'Ivoire en fait. Vu qu'on n'a pas vraiment inclus d'autres groupes ou bien on n'a pas inclus des variables d'interaction, par exemple, on va essayer de limiter, en fait. Donc, c'est là la critique, en fait. Parce qu'on veut que nos modèles soient utiles possibles, en fait. Parce que un modèle, vous voyez un modèle comme on entend en français, en fait, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous donne un modèle pour faire une chemise, un couturier, par exemple, si vous suivez ce modèle, vous êtes garanti d'avoir le même résultat. C'est comme une recette, en fait. C'est un modèle. Donc, le modèle doit être utile, en fait. Parce que si vous faites un modèle qui est dans un contexte précis, que vous voulez généraliser un autre contexte, en fait, vous allez voir que c'est comme si vous avez une recette. On vous donne une recette, vous ne suivez pas la recette à la lettre, en fait. N'est-ce pas? Vous allez ajouter vos propres ingrédients là-dessus. Vous allez avoir un résultat différent, en fait, qui est différent du résultat qui aurait été si vous avez suivi la recette, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle ici, c'est le volet critique, en fait. C'est là que vous devez comprendre, en fait. N'est-ce pas? Parce que vous voulez que vos modèles soient utiles, soient vraiment utiles, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Donc, la critique aussi est importante parce qu'aucune étude n'est parfaite, en fait. N'est-ce pas? Donc, vous devez vraiment avoir ces lunettes-là, porter ces lunettes de critique, là, de vous-même votre travail, de voir, en fait, quelles sont vraiment les limites de l'interprétation que je peux donner avec les résultats que j'ai obtenus. Quelles sont les hypothèses qui sont un peu douteuses dans mon étude? Quelles sont les pistes d'amélioration? N'est-ce pas? Donc, c'est là un peu voilà des étapes en fait. Lorsque vous faites un modèle de régression, que ce soit pour votre thèse, pour un article que vous avez publié ou bien pour votre mémoire par exemple, voici des étapes dans lesquelles vous devez passer quoi. Des questions? C'est clair? Des questions? Ok, donc on continue. J'espère que vous êtes toujours là. Nous sommes à pratiquement 1h30. Je pense qu'on avait dit que la formation durait 1h30. Mais si vous pouvez m'accorder 10 à 15 minutes. Voilà. Donc ici, maintenant, on veut parler maintenant de deux courants important. Quelqu'un veut parler, est-ce que c'est la régression des moines carrés? Donc ici, en fait, on veut parler je veux parler de vraiment deux approches vraiment importantes. Donc, on avait parlé des étapes précédentes, on a parlé de, voilà, faire le modèle, n'est-ce pas? Précédemment, on avait parlé de, voilà, créer le modèle, ajuster le modèle, comprendre l'ajustement du modèle, n'est-ce pas? La critique et tout. Mais vous devez savoir que ces quatre éléments-là se font dans un cadre méthodologique et philosophique, dans des cadres méthodologiques et philosophiques différents, en fait. Donc, ces étapes peuvent être réalisées dans divers cadres méthodologiques et philosophiques. Donc, la statistique ici, quelqu'un se dit, bon, on est venu parler de régression et on voit le mot philosophique, le mot, et voilà. Donc, ce sont des courants de pensée, en fait. Donc, vous devez, à ce niveau, hein, je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité des statistiques, par exemple, ce sont deux courants de pensée vraiment, vraiment opposés. Et en telle enseigne que c'est une guerre en griffe, en fait, qui se fait entre ceux qui sont d'un courant de pensée contre ceux qui sont d'un autre courant de pensée, en fait. C'est un peu comme les différents courants de pensée qu'on a connus avec les philosophes, n'est-ce pas? Donc, en statistique aussi, il y a deux courants de pensée. Il y a des gens qui sont pour l'inférence classique et d'autres qui sont pour l'inférence bayésienne. Donc, c'est deux courants de pensée différents, n'est-ce pas? Donc, il y a quatre. Donc, ces étapes-là, voilà, peuvent être réalisées dans deux cadres méthodologiques et philosophiques. Il y a le cadre classique et le cadre bayésien. Donc, la question, voilà, qu'on peut se poser dans les deux cadres, hein, quelles informations sont utilisées dans le processus d'estimation? Donc, c'est la première question que vous devez vous poser aussi. Quelles sont les informations utilisées, en fait, n'est-ce pas? Vous avez des données, par exemple, sur une variable dépendante et un ou plusieurs prédicteurs. La façon, ici, on veut parler de la façon dont
les données sont collectées, quelles sont les informations sur les données qui ont été observées, quelles sont les connaissances préalables provenant des sources, des autres sources que les données disposent, qui sont basées sur l'expérience, etc. En fait. Donc, on veut voir, en fait, dans ces deux cadres philosophiques-là, on veut voir, en fait, quelles sont les informations voilà, qui sont utilisées, en fait, dans le processus d'estimation. C'est très important, en fait. Quelles sont les données qu'on a, comment essayer de collecter, en fait. Puisque après, comme on avait parlé d'extrapolation, il faut connaître, en fait, les données, en fait. Donc, il y a ça, en fait. C'est la première chose, en fait. Donc, vous voulez faire un modèle de régression, vous devez prendre l'occasion de connaître vos données, en fait. Si c'est une donnée que vous avez prise, par exemple, sur la Banque mondiale, le site de la Banque mondiale, vous devez comprendre ces données, comment est-ce que ces données ont été collectées, en fait. C'est très important. C'est pas juste de dire, bon, j'ai eu des données et je vais aller faire le modèle, en fait. Sans cette compréhension des données, en fait, là, vous ne pourrez même pas faire une bonne critique, en fait, du modèle que vous avez créé. Donc, il y a ce premier volet-là. Après, maintenant, quelles sont les hypothèses, quelles hypothèses sont formulées, en fait? Donc, c'est une étape, c'est une question à se poser, en fait, dans ces deux cadres-là, que ce soit l'inférence classique ou bayésienne, n'est-ce pas? Donc, on veut voir en fait la forme fonctionnelle de la relation X et Y, n'est-ce pas? Donc, ici, en faisant un modèle de régression linéaire, on est en train de mettre une hypothèse qu'il y a une relation linéaire, en fait, n'est-ce pas? Après, maintenant, on veut voir la pertinence réelle des données mesurées, en fait. Est-ce que les données mesurées, en fait, par exemple, est-ce que ces données-là mesurent réellement ce qu'on voulait mesurer avec, n'est-ce pas? Donc, voilà, on doit se poser la question, quelles sont les hypothèses qui sont formulées autour des données, en fait, par exemple, et autour de la méthode? Et ensuite, comment les estimations et les prévisions sont interprétées dans un cadre classique ou bayésien. Donc, si vous êtes, les deux premières étapes sont les mêmes, que ce soit dans un cadre classique ou bien bayésien. Mais après, au niveau des estimations, si vous êtes dans un cadre classique, vous allez estimer d'une façon différente comparé à si vous êtes dans un cadre bayésien. N'est-ce pas? Donc, l'approche classique, en fait, de l'analyse statistique repose sur la synthèse des informations contenues dans les données. Donc, quand on fait l'approche classique, comme je dis, c'est une guerre de pensée au niveau des statistiques, en fait. Donc, certaines personnes croient de façon classique. Et peut-être je peux me tromper, mais je suis sûr que la plupart des régressions que vous faites, c'est dans le domaine, volet classique, en fait. Mais c'est important de savoir qu'il y a le volet bayésien, en fait, qui est là, en fait. Et on va vous montrer un exemple et vous allez voir, en fait, je pense qu'éventuellement, moi, je suis statisticien de formation par un statisticien, étant donné que j'ai un doctorat en statistique et tout, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau, nous, comme ça, on doit se pencher un peu sur un courant de pensée. À quel courant on adhère le plus, en fait, n'est-ce pas? Donc, mais pour vous, par exemple, vous pouvez dire, bon, je fais le modèle, bon, peut-être tout ce que vous avez été exposé jusque-là, c'est la méthode classique, en fait. Mais ici, on va vous exposer un peu la méthode bayésienne pour que vous voyez un peu, voilà, laquelle de ces deux méthodes peut vous aider à avoir une estimation correcte, en fait. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai pas de camp, n'est-ce pas? Mais en fonction du problème que j'ai devant moi, en fait, j'essaie de me plier sur l'une ou bien l'autre. Mais, mais ce sont les deux différents cadres philosophiques. C'est soit vous êtes dans le cadre classique ou dans le cadre bayésien lorsque vous faites un modèle. Et la plupart du temps, je peux me tromper, mais je pense que la plupart de vos modèles que vous faites, en fait, vous êtes toujours dans le cadre classique, en fait. Donc, je vais vous introduire un peu au cadre bayésien. Donc, l'approche classique, en fait, de l'analyse repose sur la synthèse des informations contenues dans les données. Donc, dans l'approche classique, en fait, on ne se base que sur les données. C'est-à-dire, ce sont les données seulement qu'on utilise pour faire ce qu'on veut faire, en fait, les données qu'on a en main. Donc, ceux qui sont les cadres bayésiens, le courant de pensée bayésien, ils se disent, en fait, que si vous vous basez, en fait, sur l'inférence classique, le cadre classique, en fait, si vos données sont fausses, en fait, tout votre travail est faux parce que vous vous basez seulement sur les données que vous avez à votre disposition. Donc, en même temps, ils se disent que si les données ne sont pas représentatives de la population, alors vous avez problème, n'est-ce pas? Donc, c'est toutes ces questions. Voilà pourquoi c'est important de vous poser des questions sur les données, parce qu'en fonction de ça, en fait, vous allez savoir quel est le cadre qui sera plus approprié. Si vous doutez, en fait, de la façon dont les données étaient collectées, si vous doutez de certains nombres de facteurs, peut-être que l'inférence classique, en fait, n'est pas appropriée pour vous, en fait, parce que vos résultats, en fait, seront douteux, en fait. Donc, l'approche classique, comme je disais, repose sur la synthèse des informations contenues dans les données, sans utiliser d'informations préalables, n'est-ce pas? Mais en obtenant des estimations et les précisions ayant des propriétés statistiques bien connues, bien comprises. Donc, on essaie aussi d'avoir, parce qu'on se base sur les données, on veut avoir un modèle, on veut essayer de limiter le biais, en fait, n'est-ce pas? Donc, on veut avoir une variance qui est petite, un écart qui est petit, en fait. Donc, voilà pourquoi dans le cadre classique, en fait, vous devez vous assurer que lorsque vous faites la modélisation, en fait, votre erreur sur une loi normale
avec un écart type qui est petit, en fait. Sinon, la plupart, vous avez plus de chances d'avoir un modèle qui est faux, en fait. N'est-ce pas? Donc, comme George Boss pouvait le dire, tous les modèles sont faux. Certains sont utiles. Donc, vous voulez passer de faux à utile, en fait. Donc, c'est pourquoi vous voulez réduire, en fait, la variance. En d'autres termes, les cas types. Vous voulez réduire, minimiser le biais, etc., en fait. Mais dans l'approche pratique, dans l'approche, pardon, classique, souvent, c'est difficile à le faire, en fait. Surtout si, voilà, si il y a des erreurs dans les données, en fait. Parce que tout ce que vous faites repose sur les données que vous avez. Vous n'utilisez pas d'informations préalables. Pourtant, dans l'inférence bayésienne, l'approche bayésienne, en fait, c'est une approche statistique qui intègre des informations préalables dans les inférences. Ça veut dire quoi? On utilise les données. En plus des données, on utilise également des informations préalables qu'on sait, en fait. Donc, on va au-delà de l'objectif de simple résumé des données. C'est-à-dire, on ne fait pas juste des résumés comme dans l'approche classique, en fait. Dans l'approche bayésienne, c'est vrai qu'on va se baser sur les données qu'on a, mais on va se baser sur, voilà, une information préalable. Ce sont des informations a priori. Donc, voici les deux courants de pensée. Donc, ce sont des courants de pensée. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez déjà réfléchir, en fait, de façon critique ici. Laquelle de ces approches, en fait, en fonction des certaines limites que vous avez dans vos données, sera la plus adaptée, en fait. Donc, une approche, on ne se base que sur les données. Ça veut dire que si j'ai pris des données secondaires qui ont été collectées peut-être par quelqu'un d'autre et je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur les données, par exemple, donc j'ai fait mon étude, mais je me mets à risque, en fait. Parce qu'après, est-ce que je peux conclure? Mais je peux conclure. Les gens font souvent des fausses recherches, n'est-ce pas? Mais comme on est en train de dire ici, RMIT Lab, on essaie d'équiper les chercheurs, les doctorants, tellement c'est qu'on produit des recherches qui seront utiles pour notre nation. C'est en cela qu'on pourra être développé en tant que pays, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi on enseigne les méthodes adéquates, en fait. Ce n'est pas juste le fait de compléter une thèse, d'avoir un doctorat, n'est-ce pas? C'est juste le fait de faire une recherche qui sera utile, qui peut être utilisée pour répondre à nos problèmes dans notre propre société, en fait. Voilà pourquoi on vous présente ces deux approches, en fait. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous, en griffe, évangéliser, n'est-ce pas? Ça veut dire si, voilà, dans vos données, si dans vos données, vous savez que vous ne savez même pas comment les données étaient connectées, vous avez utilisé les données de quelqu'un, vous ne savez pas comment elles étaient collectées, vous ne savez pas quelle est la population, tout ça, l'approche classique, en fait, va vous conduire peut vous conduire à plus d'erreurs, en fait, comparé à l'approche bayésienne. Donc, c'est toutes ces questions que vous devez vous poser et en fin de compte, vous allez voir, OK, en fonction de ça, je pense que l'approche bayésienne sera meilleure ici, en fait. Donc, on n'aura pas le temps de faire des exemples vu que le temps est vraiment parti. Mais on pourra faire une deuxième séance même de ça, peut-être la semaine prochaine. Tout à l'heure, après, je vais voir l'équipe. Peut-être on va faire une deuxième partie la semaine prochaine où on va aller maintenant vraiment faire la modélisation, en fait, dans R, en fait. Vous allez voir un peu un exemple pratique. Voilà, donc voici un peu la différence les deux. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va faire une deuxième partie. Voilà. Donc, pour retenir ça déjà, on va vous envoyer des informations dans le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, voilà, veuillez vous connecter. Donc, Monsieur Jean-Marc, voilà, on aura un temps pour faire un exemple dans R, mais ce sera la semaine prochaine, deuxième partie. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va continuer un peu. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, on va s'arrêter là après cet exemple-là. Mais je veux que vous voyez un peu la différence entre l'approche classique et l'approche bayésienne. Donc, il y avait une intervention qui a été faite. C'est une étude qui a été faite, une étude réelle. Voilà, je pourrais vous envoyer peut-être le lien aussi après. C'est une étude d'intervention auprès de l'enfance qui a été faite en Jamaïque. Donc, une étude qui a été publiée, n'est-ce pas? Donc, en 2013, c'est en 2013, hein. Donc, c'est une étude réelle. Mais je vais vous montrer, en fait, comment est-ce que les résultats diffèrent, en fait, si on avait fait l'approche classique et l'approche bayésienne. Et vous allez voir pour vous-même, en fait. Donc, on va suivre vraiment cet exemple avec attention. Voilà, donc, c'est en 2013, voilà, une étude a été publiée par une équipe d'économistes. Voilà, le lien du groupe WhatsApp. Quelqu'un demande le lien du groupe WhatsApp rapidement. Je vais mettre ça, voilà, pour ne pas oublier un instant. Donc, le lien du groupe WhatsApp, je vais le remettre. Donc, vous cliquez juste et puis vous intégrez le groupe. Voilà. Voilà, le nom du groupe, c'est RMDC Workshop Series, hein. Voilà, je viens de mettre le lien, Monsieur Begré. OK. Donc, on va lire l'exemple. Voilà. Donc, en 2013, une étude a été publiée par une équipe d'économistes faisant état des effets importants sur les revenus. Voilà, le lien YouTube aussi. Quelqu'un demande le lien YouTube rapidement. Voilà, pour ne pas que j'oublie. Je vais mettre le lien YouTube. OK, donc la vidéo sera postée là-bas au plus tard demain. Donc, si vous vous abonnez et vous cliquez la cloche de notification, vous serez notifié dès que la vidéo est postée.
Et comme il dit déjà, on aura une deuxième séance la semaine prochaine pour faire un exemple ou bien des exemples dans R de façon pratique. Donc, en 2013, une étude a été publiée par une équipe d'économistes faisant état des effets importants, donc des effets importants, n'est-ce pas, sur les revenus des participants d'une intervention randomisée qui a donné une stimulation voilà, psychologique à des tout petits Jamaïcains rabougris vivant dans la pauvreté. Donc, c'était une intervention qui a été faite sur des personnes vivant dans la pauvreté, n'est-ce pas? Donc, il y avait une intervention qui a été donnée à ces petits-là. Donc, c'était 127 enfants qui faisaient partie de l'échantillon. Donc, 127 personnes seulement. Donc, on retient déjà que la taille de l'échantillon, c'est 127. OK? Donc, l'intervention consistait en des visites hebdomadaires d'une heure. Des agents de santé, en d'autres termes, des agents de santé visitaient ces enfants-là 1 heure par semaine sur une période de 2 ans. Donc, ils partaient visiter, ici dans la pauvreté, vous voyez. Donc, l'intervention, c'était que on a des agents qui sont spécialisés. Il y a des agents qui sont spécialisés, en fait, n'est-ce pas? Les agents qui sont spécialisés et qui partaient visiter les enfants-là chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, n'est-ce pas? Donc, c'est pendant 2 ans. Donc, voici l'étude en d'autres thèmes, n'est-ce pas? Donc, après ça, ils ont essayé d'intégrer, ils ont réinterrogé, pardon, les participants à l'étude 20 ans après. Donc, ils ont fait ça pendant 2 ans, n'est-ce pas? Donc, 20 ans plus tard, ils sont partis interroger pour voir, en fait, quel est l'effet de ces visites sur les salaires des personnes. Donc, les enfants étaient dans la pauvreté, donc ils sont partis les visiter 1 fois par semaine sur 2 ans. Donc, en les visitant, c'était un peu de coaching, en fait, n'est-ce pas? Donc, et sur 20 ans, on partait faire les réinterroger. Donc, voici un exemple comme ça. C'est une étude qui a été faite en Jamaïque, n'est-ce pas? Donc, pensons un peu à notre cadre ivoirien, par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui minent notre société, par exemple. Et c'est ce qui nous motive, en fait, à faire ce qu'on fait. On dispose de notre temps, peut-être gratuitement, la plupart du temps, pour vraiment fournir ces informations parce qu'on se dit qu'il y a des problèmes de la société, par exemple. En Côte d'Ivoire, on avait parlé des phénomènes des microbes une année, par exemple. Mais je pense que, est-ce qu'on a pu peut-être mener des études en tant qu'Ivoirien, en tant que chercheur ivoirien, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre, en fait, pour pouvoir avoir des pistes, en fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vraiment peut conduire, ou bien comment faire sortir un groupe de jeunes, par exemple, de ce phénomène, en fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a vraiment mené des études? Est-ce que, par exemple, ça, c'est une étude qui a été faite, par exemple, il y avait des gens qui étaient dans la pauvreté au Jamaïque et les mêmes chercheurs jamaïcains ont pris le temps de vraiment faire cette étude, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Partager ces méthodes pour vraiment nous motiver tous, en tant qu'Ivoiriens, à prendre des problèmes. Pour nos tests, par exemple, on peut prendre des problèmes clés de notre nation, essayer de résoudre avec des méthodes appropriées, en fait. Et cela peut donner des pistes, pourquoi pas, à nos dirigeants. Voilà, donc été fait. Donc, ils ont fait ça pendant 2 ans et après 20 ans, ils sont partis maintenant voir ces mêmes enfants, ces 127 enfants qui sont devenus peut-être adultes maintenant, pour voir en fait leur salaire, pour voir est-ce que cela a affecté leur revenu en fait. Parce que généralement, quand on est dans la pauvreté, on se dit, bon, la personne dans la pauvreté, la personne peut-être n'a pas la grâce d'aller à l'école, donc la personne va dans le banditisme en fait, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait cette intervention-là pour voir en fait, est-ce que le coaching qu'on va leur donner 1 fois par semaine, n'est-ce pas, 1 heure seulement sur 2 ans, est-ce que cela va les changer en d'autres termes? Est-ce que cela va les pousser maintenant à devenir des hommes, des hommes qui vraiment gagnent leur pain, en fait? Donc, on va voir comment cela affecte leur revenu. Donc, voici l'idée qui est là. Donc, maintenant, on va regarder l'influence classique. Donc, ces échelles, ils ont choisi une approche classique hein, pour faire leur étude. Donc, ils ont estimé que l'intervention avait augmenté les revenus de 42%. L'estimation avait augmenté les revenus de 42% avec un intervalle de confiance de 95% pour un effet de traitement qu'ils reconstruisent comme 2 à 90%. Donc, quand ils ont fait l'étude, ils ont vu que ceux qui vont dans le programme, en d'autres termes, leur salaire, les 127 enfants-là, leur salaire était 42% plus en fait. Donc, ils avaient revenu 42% de plus. Voilà. Donc, quelqu'un dit un souci avec le lien YouTube. OK. Bon, je vais régler ce souci-là tout à l'heure. Voilà, je vais finir l'exemple. Donc, ils ont trouvé que ceux qui ont fait le programme, ils ont un revenu qui a augmenté de 42%. Donc 42%, mais il y a un intervalle, n'est-ce pas? Donc, l'intervalle va de 2 à 90%, 98%. En d'autres termes, ça veut dire quoi? L'intervalle ici, là, ça nous parle un peu de l'écart, ça nous donne un peu l'idée de l'écart type, en fait. Donc, ils ont trouvé que l'effet du traitement, c'est 42%. Hein. C'est ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est 42%, mais l'intervalle, le 95% d'intervalle de confiance, c'est entre 2 et 90%. Ça veut dire que ça pouvait être 2% ou ça peut être 90%. Mais ils ont trouvé que c'est 42%, mais ça varie, ça peut varier. Si on refait ça 100 fois, par exemple, ça sera dans cet intervalle-là 95% du temps. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous allez voir ici quoi?
on voit que le cas est un peu grand, n'est-ce pas? Donc, leur résultat là, autrement dit, ça veut dire que l'estimation qu'ils ont fait, qui était basée sur les données seulement, les données de l'étude, c'est que le traitement multiplie les gains moyens par un facteur de 1,42. Parce que on dit que ça augmente de 42%. Si ça augmente de 42%, ça veut dire le facteur d'inclus, c'est 1,42 en d'autres termes. Donc, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que les gains moyens de ces enfants-là ont augmenté d'un facteur de 1,42 avec un intervalle qui va de 1,02 à 1,98 parce que c'est de 2% à 90%, donc 1,2 à 1,98. La question qu'on va se poser, est-ce que cela est réaliste? Est-ce que cela est réaliste? Ici, on peut voir que l'incertitude est grande en fait, parce que l'intervalle va de 2 à 98%. Donc, c'est une grande incertitude en fait. Donc, c'est une grande incertitude en fait. Donc, on va voir ici que, voilà, c'est pas. La probabilité de faire une erreur en fait, là, est grande. Et puis, en plus, on avait 127 enfants en fait, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que les 127 là, est-ce qu'ils étaient similaires en fait au groupe de contrôle, tout ça, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de questions à se faire ici, à se poser ici. Mais une chose qu'on peut dire ici pour être sûr, en fait, on sait que d'une façon générale, si on veut appliquer un peu le common sense ici, là, les 42%, yeah, si on va appliquer, si on va appliquer un raisonnement ici, là, on va voir que 42%, yeah, 42% qu'on, qu'ils ont trouvé ici, là, c'est pas réalistique, en fait. On peut pas faire confiance à ça parce que l'intervalle est grand, en fait. Ça va de 2 à 98%. Donc, c'est un intervalle grand, en fait. Donc, à cause de ça, ça met des doutes, en fait, sur le 42%. Parce qu'en principe, on veut un intervalle qui est petit, en fait, n'est-ce pas? Donc, ça, quand l'intervalle n'est pas grand, il y a plus de précision, en fait. Si l'intervalle n'est pas précis, en fait. Et ça, c'est la méthode classique qui nous donne un tel résultat. Voilà, donc, c'est la méthode classique. Maintenant, on va regarder un peu la méthode bayésienne. Donc, avec la méthode bayésienne ici, dans ce même exemple, hein, on pourrait partir de l'hypothèse que le traitement pourrait faire une différence, mais que l'effet moyen serait de très inférieur à 10%. Donc, supposons que dans le positif ou négatif, supposons qu'on sait d'une façon, en fonction des recherches, en fonction de l'information qu'on sait déjà, on sait que même si le traitement a un effet sur le revenu, là, ça ne sera pas de 42%, selon les études qui ont été déjà publiées. Et dans un sens, en fait, si on va appliquer un peu un raisonnement, c'est que c'est un traitement qui a été fait sur 2 ans. Et c'est 20 ans plus tard qu'on va aller faire, on va aller faire encore l'entretien avec les personnes. Donc, on se dit que d'un point de vue pratique et réalistique, là, s'il y a l'effet d'un traitement, ça sera plus ou moins 10%. Ça sera dans l'intervalle plus ou moins 10%. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on se dit, en fait. Donc, ça, c'est une information qui n'est pas dans les données. Mais dans la méthode bayésienne, là, on va faire cette hypothèse. Donc, ça veut dire, en plus des données, on a une autre information. C'est que s'il y a un effet, en fait, là, de façon pratique, l'effet sera inférieur à 10% dans le sens positif ou négatif. Donc, ça, c'est une information qu'on vient ajouter, en fait. Donc, vous voyez, dans la plupart des recherches que vous voulez faire, par exemple, vous avez des données, mais vous avez seulement une seule type de données, en fait, n'est-ce pas? Vous n'avez pas plusieurs données. Pourtant, en statistique en général, on suppose que si vous refaites l'étude plusieurs fois, quand on fait la statistique classique, là, si vous refaites l'étude 100 fois, par exemple, 95%, vous allez trouver un intervalle, vous allez trouver des résultats qui sont dans l'intervalle que vous avez trouvé. Ça, c'est l'approche classique. Mais parce qu'on a un seul échantillon, on ne peut pas faire ça 100 fois, en fait, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on a trouvé les 42% là, on ne peut pas faire ça 100 fois, donc on doit estimer l'intervalle. Donc, on voit que l'intervalle qu'on a trouvé, c'est grand, en fait. Parce que c'est grand, ça nous donne des doutes, en fait, sur le résultat lui-même, en fait. Mais avec l'approche bayésienne, on va aller plus loin. On va se dire, bon, de façon pratique, hein, en fonction des interventions qui ont été faites dans le passé, même lorsqu'une intervention était bien comme ça, là, voici comment elle réduit, en fait. C'est la même chose quand on prend de façon critique. Lorsqu'on veut voir en Côte d'Ivoire, par exemple, quels sont les facteurs qui peuvent limiter le taux de chômage, par exemple? Est-ce qu'en créant plus d'emplois ou bien en incitant les jeunes à aller faire l'entrepreneuriat, est-ce que ça va diminuer le chômage par 50%? On peut me dire que ça diminue par 50%, mais d'une façon réalistique, je sais que ce n'est pas possible, en fait. Voilà, c'est pas possible du tout. Parce qu'on va regarder les pays tels que. Ou bien on peut me dire que, par exemple, le taux de chômage, c'est 0%, par exemple, mais c'est pas réalité. Les pays tels que les États-Unis, par exemple, ont eux, souvent même 4% de chômage, n'est-ce pas? Ou qui sont dits développés. La France également, tout ça. Donc d'une façon, le volet bayésien, s'il veut nous faire, on doit prendre des informations qu'on sait, en fait.
ça peut être des expériences personnelles, ça peut être des recherches qui ont été déjà publiées, mais ce sont des informations qu'on sait déjà. Donc, la plupart du temps, lorsqu'une intervention même effective, là, en ce qui concerne les revenus, là, le maximum, c'est 10% en fait, positif ou bien négatif. Donc, à cause de ça, c'est une nouvelle donnée qu'on ajoute aux données qu'on a collectées en fait. Donc, vous voyez, donc on ajoute ces données-là. On peut maintenant utiliser ces informations comme distribution a priori, selon laquelle l'effet multiplicatif du traitement est susceptible d'être compris entre 0,9 et 1,1. Vous comprenez pourquoi on a dit 0,1? Parce qu'on a dit c'est plus ou moins 10%. Donc, en fait, ça sera 1 moins 0,1 ou bien 1 plus 0,1. Donc, l'intervalle ici sera de 0,9 à 1,1. Donc, on sait que notre notre traitement est susceptible d'être compris dans la plage 0,9 et puis 1,1. Donc, en combinant cela avec les données et en utilisant les règles d'inférence bayésienne, nous obtenons un intervalle postérieur de 95% qui est entre 0,92 et 1,2. En d'autres termes, on voit que l'effet est de 8%. Genre, l'effet varie entre 8% et 28%. Donc, dans le premier cas, on a trouvé ça varie entre 2% et 98%. Vous voyez que c'était un intervalle vraiment grand. Mais quand on fait l'approche bayésienne ici, on va trouver que l'effet varie entre 8% et 28%. Donc, si vous, de façon pratique, si on vous donne les deux résultats, c'est quel résultat vous croyez le plus? Quelqu'un veut répondre? Donc, quand vous dites de 2% à 98%, vous voyez que ce n'est pas précis du tout, en fait. N'est-ce pas? Donc, un tel résultat, en fait, pourquoi est-ce quand on publie ça, là, c'est utile à quoi, en fait? On vous dit, il aurait un effet, mais l'effet est entre 2 et 90%. En d'autres termes, dites-nous qu'il aurait un effet, mais on ne sait pas, en d'autres termes. Parce que vous avez fait une régression, vous avez tout et tout, mais le résultat n'est pas utile du tout. Parce que, en d'autres termes, c'est comme si on ne sait même pas quel sera l'effet, en fait. Parce que si vous donnez un range, le range, en principe, ça, c'est de 0 à 100%. Mais vous trouvez un modèle où vous dites c'est entre 2 et 90%. Donc, 2 et 80%, c'est même pas trop loin de 0 et 100% en fait. En d'autres termes, dites-nous qu'on ne sait pas. Pourtant, quand on fait la pause bayésienne ici, on va trouver un intervalle qui est entre 0 et puis 28%. Ça veut dire même si on veut maximiser, on peut maximiser, on peut minimiser en fait. Et puis, ça sera toujours un bon résultat en fait. Donc, vous avez vu ici que la pause bayésienne est la meilleure. Donc, on va s'arrêter ici. Le prochain diapo, c'était l'exemple. C'était l'exemple dans R. On ne pourra pas faire l'exemple. Mais si, en fait, avec cette formation, c'était pour vous montrer, en fait, la fondation des statistiques en ce qui concerne les régressions. Ce n'est pas juste que mon encadreur m'a dit de faire un modèle de régression. Ce n'est pas, il y a beaucoup de questions auxquelles on doit répondre. Et avant même de répondre à ces questions, on doit connaître les deux approches majeures. L'approche classique ou les fréquentistes ou bien l'approche bayésienne. C'est très important de savoir. Donc, si il y a beaucoup de doutes autour de vos données, la plupart du temps, en fait, l'approche classique va vous donner des résultats qui seront avec un écart type qui est grand, en fait. Donc, on ne pourra pas faire confiance à ces résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions à répondre pour choisir, en fait, l'approche qui est la bonne, en fait. Donc, voici un peu ça, en fait. Donc, pour ceux qui n'ont jamais, peut-être qui n'avaient pas entendu parler de l'approche bayésienne ou qui n'ont jamais utilisé, donc ici, on vous a déjà introduit un peu comment ça marche. Donc, de façon conceptuelle, vous avez déjà une idée. Maintenant, le samedi prochain, à la même heure, c'est-à-dire 10h00, nous allons faire un exemple de statistique de régression classique, un exemple de régression bayésienne dans R, pour que vous appreniez, vous voyez un peu comment ça marche. On pourra répondre aussi à d'autres questions que vous avez. Donc, je ne sais pas, je vais prendre quelques questions. Vraiment quelques questions. Mais déjà, vous pouvez voir sur l'écran nos contacts. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient la page YouTube, par exemple, voilà, si vous allez sur YouTube, vous pouvez juste taper le nom. Voici notre chaîne YouTube qu'on a mis là. N'est-ce pas? Vous pouvez juste taper le nom. Voilà, RMDC Lab, Research Method Design and Consulting Lab. Voilà. Et sur LinkedIn également, pour ceux qui, voilà, nous postons sur des choses souvent, vous pouvez nous suivre là-bas. Et puis par email, si vous avez des questions. Comme on a dit, on accompagne des étudiants, des chercheurs également dans leurs recherches, n'est-ce pas, en leur fournissant les méthodes les plus adaptées. Voilà et tout. Donc, vous pouvez nous contacter. Voilà, nous offrons une première consultation de 30 minutes gratuite. Quand vous nous contactez, par exemple, vous avez une recherche, voilà, vous voulez une consultation, nous donnons 30 minutes gratuit. Voilà, le premier contact. Donc, voilà, il dit aux gens de profiter toujours de, voilà, à mes projets, ce qui est gratuit. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, voilà, avec vos recherches, vous avez peut-être mené vos études, vos analyses, vous n'êtes pas sûr également. Vous pouvez juste prendre
tirer avantage de ces 30 minutes de consultation gratuite et puis vous nous contactez via email ou bien via WhatsApp et nous allons programmer une réunion via Zoom. Voilà, actuellement, on opère pratiquement en ligne. Voilà, vu qu'on est composé de 7 membres trois aux États-Unis, un en France, trois en Côte d'Ivoire. Donc, on essaie et puis en même temps aussi, on sait que voilà, notre audience est un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, on essaie de servir le plus. Voilà, donc on opère pratiquement en ligne. Donc, voilà, donc si vous avez une bonne connexion Internet, voilà, vous pouvez vraiment tirer profit de ce qu'on a offert. Et même les consultations qu'on fait, on le fait via Zoom également. Donc, voilà, c'est un peu là quelques informations. Donc, comme je disais, nous allons poster dans le groupe pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, veuillez rejoindre. Nous allons poster, comme je dit, c'est confirmé, on aura la deuxième séance le samedi prochain, mais nous allons mettre encore dans le groupe, voilà, pour ceux qui peut-être n'ont pas été présents, pour qu'ils puissent aussi voir. Mais on va continuer, en fait. C'est-à-dire, on a déjà vu un peu la fondation des régressions, les questions à se poser, les différentes approches, les deux approches, voilà, l'approche bayésienne, l'approche classique. Et on va continuer en faisant un exemple dans l'approche classique et un autre exemple dans l'approche bayésienne. Voilà, et ce sera tout pour là. La prochaine fois sera peut-être 1 heure. Voilà, et voilà, restez à l'écoute. Nous avons d'autres sujets, voilà, intéressants. Voilà, et je pense que le plus vous êtes exposé à toutes ces méthodes-là. Vous avez beaucoup d'outils, en fait, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup d'outils, en fait, dans votre sac, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser. Et cela va vous conduire même à produire même encore plus de recherches, en fait. Parce que souvent, les gens sont limités parce qu'ils ne savent même pas quelles sont les méthodes disponibles, en fait, pour conduire la recherche, en fait. Donc, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez, voilà, appris quelque chose, que vous avez aimé également. Donc, voilà. Donc, restez à l'écoute via YouTube. Vous aurez une notification lorsque la vidéo sera postée plus tard, aujourd'hui ou demain. C'est pas ça des dernières questions avant que on arrête la réunion. Allô? Oui, allô? J'aimerais revenir sur quelque chose. Je Allez. me demande, est-ce que la revue de la littérature nous ramène pas toujours à l'inférence ici bayésienne? Parce que tout en ayant ici une note donnée, ou bien peut-être même avant d'aller connecter nos informations sur terrain, lorsqu'on fait ici la revue de la littérature sur un thème, on est déjà ici Mhm. situé. On est Exactement. déjà ici situé. Donc, je pense que, est-ce que cela nous renvoie pas ici, la plupart du temps ici, à l'influence ici bayésienne au lieu de classique? Parce que lorsque tu fais ici, après, tu fais ici la synthèse, tout en faisant ici la comparaison, lorsque tu sors du cadre, on voit que vraiment, si tu veux, si tes données sont douteuses. Est-ce que... Exactement. OK. Donc, je pense que pour être honnête, hein, voilà, vous Mhm. aviez dit, mais je pense que dans nous, nos cadres ivoiriens, par exemple, vu que la plupart du temps, hein, même quand on envoie des enquêtes pour que les gens remplissent là, c'est de façon volontaire, c'est du volontariat. C'est pas juste que, c'est pas comme si on fait un échantillon aléatoire, n'est-ce pas? Donc, c'est qui voit, qui répond, n'est-ce pas? Donc, à cause de ça, en fait, il y a des problèmes avec nos données, pour être honnête. Voilà, donc je pense que dans la plupart la plupart de nos contextes, c'est l'inférence bayésienne qui va le plus être précise, en fait, pour être, comme vous l'avez dit, en fait. Et en plus, même comme vous l'avez dit, on a la revue de littérature, en fait, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est correct. Donc, le but, en fait, la semaine prochaine, comme on va faire R, c'est pour que vous ayez, comme on va faire dans R, par exemple, on va vous partager les codes et tout ça, n'est-ce pas? Donc, vous aurez un peu une idée, en fait, comment est-ce que cela se fait. Parce que certaines personnes, je pense aussi, ont entendu parler de l'approche bayésienne, mais ne savent même pas comment est-ce qu'on fait cela de façon pratique aussi. Donc, ici, avec l'introduction, on a déjà vu, en fait, on a déjà vu les deux approches. J'ai pris un exemple, j'ai montré les résultats dans l'approche classique et puis j'ai aussi montré les résultats dans l'approche bayésienne. Donc, avec ça, déjà, on a une idée un peu plus ou moins claire que la plupart des contextes, l'approche bayésienne sera la meilleure, surtout dans nos contextes africains, ivoiriens, n'est-ce pas? Donc, mais le samedi prochain, on va maintenant vous montrer comment on le fait dans R. Maintenant, pour ceux qui utilisent d'autres logiciels, en fait, si vous voulez apprendre dans ce logiciel, vous pouvez nous contacter. Comme on fait aussi des formations au logiciel, tout ça. Mais pour la semaine prochaine, on va faire dans R, en fait. Pourquoi on fait dans R, généralement, dans nos formations? Ben, R, c'est un accès gratuit, n'est-ce pas? Donc, on fait dans R, en tel enseigne pas. Nous, on pense à Andy Syllab que tout le monde doit peut-être savoir utiliser R, en fait. Tout le monde doit savoir utiliser R. C'est très important, en fait. Parce que c'est gratuit, en fait, pour être honnête. Donc, si vous avez un ordinateur, vous pouvez juste installer. Donc, nous avons une formation qui va venir très bientôt sur R pour ceux qui veulent apprendre. Voilà, ça va vous donner vraiment une très bonne fondation en R. Mais ce qu'on nous disait, lorsqu'on utilise une méthode classique avec une faible erreur,
est-ce toujours utile d'utiliser la méthode bayésienne? Voilà, lorsque l'erreur est faible, voilà, c'est pas toujours utile, n'est-ce pas? Mais ça peut être utile lorsque l'erreur peut être faible, mais vous n'avez pas assez d'informations sur vos données quand même, n'est-ce pas? Vous n'avez pas assez d'informations sur vos données. Vous ne savez même pas comment les données sont collectées. Donc après, comme vous allez devoir généraliser sur une population qui est au-delà de votre échantillon, là, il y a problème. Alors, même si l'erreur est faible, n'est-ce pas? Donc, c'est toutes ces choses à prendre en compte. Ce n'est pas juste l'erreur, mais est-ce qu'on a beaucoup d'informations? Par exemple, lorsque quelqu'un fait l'approche bayésienne, qui se dit, bon, en principe, on voit qu'il y a 10%, l'effet, c'est 10%. Donc, les 10% là, ce n'est pas juste sur votre échantillon, c'est sur l'échantillon total, n'est-ce pas? Donc, à cause de ça, on peut généraliser un tel résultat bayésien, en fait, sur une toute population. Les 10% que la personne qu'on a trouvé, c'est sur la base de plusieurs revues de littérature, en fait, qui ont été faites dans différents contextes. Donc, quand on va généraliser, on peut généraliser facilement, en fait, quand on prend l'approche bayésienne. Donc, ce n'est pas toujours parce que l'erreur est faible qu'on ne peut pas prendre l'approche bayésienne, en fait. Après, c'est de réfléchir maintenant comment est-ce qu'on veut généraliser notre étude, en fait. Voilà. Et quelqu'un disait, merci pour la présentation. Pouvez-vous partager la littérature pour les deux approches classées bayésiennes? OK, nous allons mettre ça dans le groupe WhatsApp. Voilà, nous allons partager des articles. Ce sera en anglais. Voilà, la plupart des informations sont en anglais. Donc, pour peut-être ceux voilà, qui ont des difficultés en anglais, ça sera en anglais. Mais voilà, pour vous dire en même temps, il y a une autre formation qu'on compte faire aussi. Ça sera l'anglais pour la recherche, voilà. Parce que nous, à Arinxelam, on est bilingue, voilà, couramment français-anglais. Donc, on compte faire une formation parce qu'on sait que, en fin de compte, la plupart des recherches, des articles pertinents, ce sont en anglais et tout. Donc, on va faire une formation. On va vous donner un peu des astuces, en fait. Voilà. Si même vous avez un niveau intermédiaire en anglais, comment est-ce que vous pouvez tirer profit de certaines recherches, en fait. Donc, ça vient également. Donc, restez à l'écoute. Donc, il y a Madame Roland Yao qui a la main levée. Merci, docteur. Mhm, Bon, vous avez répété plusieurs fois concernant l'approche bayésienne et classique. Vous avez dit que qu'on devait se poser des questions sur comment le fondamental, la différence fondamentale entre les deux, on devait se poser la question pour savoir dans quelles conditions la collecte de données a été faite. mhm. Voilà, donc quand on parle des conditions, qu'est-ce que vous mettez dans ces conditions-là, de façon OK. pratique? Mhm. De façon pratique, par exemple, si vous avez des données, si vous avez pris des données sur la Banque mondiale, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont d'abord l'échantillon sur lequel on a collecté les données été collectées? Est-ce que c'était un échantillon aléatoire ou pas, n'est-ce pas? Vous vous posez cette question. Maintenant, vous allez regarder dans vos données quel est l'écart, en fait. C'est-à-dire quoi? Si c'est les données sur l'âge, par exemple, quel est l'âge minimum, quel est l'âge maximum? Vous devez regarder tout ça, en fait. Vous devez connaître vos données, en fait. Vous devez étudier vraiment vos données. Maintenant, si c'est en termes de salaire, est-ce que les salaires auxquels les données ont reportés, est-ce que les salaires vont de peut-être de 100 000 à 600 000? Donc, ça veut dire, est-ce que vous pouvez... Donc, c'est tout ça. Vous devez vraiment connaître vos données. Quels sont les contours des données? Quelles sont les valeurs minimum, maximales? Comment les données étaient collectées? N'est-ce pas? Et sur quel groupe de personnes? Tout ça, en fait. Donc, c'est ça que vous devez connaître, en fait. Parce que si vous faites un modèle de régression, généralement, généralement, quand les gens font des modèles de régression, ils vont toujours généraliser la conclusion, en fait. Donc, parce que vous devez généraliser, vous devez connaître tous ces contextes. En tel sens que, parce que certaines personnes peuvent vous lire votre recherche et aller appliquer ça automatiquement si vous avez généralisé, en fait. Pourtant, c'est pas un modèle utile, en fait, dans tous les contextes, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi vous devez connaître ces données-là, en fait. Vous devez bien connaître ces données. Donc, c'est tout ça, en fait, connaître les données, en fait. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs minimum maximales, quelle est la distribution des données, toutes ces choses, en fait, tout ce qui a à voir avec les données, comment elles ont été collectées, c'est tout ça qu'il faut vraiment connaître, en fait. Je ne sais pas si c'est un peu clair, Madame Hollande Yao. OK. OK, donc c'était un peu tout. S'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, pour la prochaine fois aussi, veuillez partager l'information à vos collègues. Voilà, ce sont des informations gratuites et nous voulons vraiment que le plus de personnes vraiment bénéficient. Donc, si vous avez des amis, des collègues, voilà, qui pourraient, je pense que c'est ensemble, mais c'est ensemble que on pourra, voilà, développer notre pays au travers de la recherche. Donc, on ne gardez pas ça pour vous seul. Voilà. Voilà, et partager à vos collègues, même professeurs et tout, qui pourront venir bénéficier surtout vu que la semaine prochaine sera vraiment pratique dans R, et on va partager le code également, tout ça. Donc, vraiment inviter au maximum de personnes à venir bénéficier de toutes ces connaissances. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, voilà, sur ce,
devoir s'arrêter ici et bonne suite de samedi à tous, bonne suite de week-end et à samedi prochain par la grâce de Dieu.